Aujourd'hui, on continue avec la saison 4 de la série télévisée Teen Wolf. Attention aux spoilers, restez vigilants. L'histoire reprend là où la saison précédente s'est arrêtée. Scott, désormais un véritable alpha, se retrouve dans un monde de chaos après la perte tragique d'Allison, une perte qui pèse lourdement sur le groupe. Avec Derek et Peter capturés par une faction mystérieuse de chasseurs, le retour inattendu de Kate Argent, supposée morte, ajoute une couche de danger supplémentaire à la situation déjà tendue. Quel est son véritable objectif et quel impact aura-t-elle sur Beacon Hills? En parallèle, une nouvelle alliée, Malia, fait son apparition avec des liens mystérieux envers la meute. Quel secret cache-t-elle? Et comment son arrivée influencera-t-elle le combat contre les menaces qui pèsent sur nos héros? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé les saisons précédentes, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires. Restez avec moi pour plonger dans cette saison 4 riche en rebondissements et en émotions. À la fin de la saison dernière, la folle Kate a attaqué sous la forme d'un léopard, et peu de temps après, Derek a disparu. Maintenant, Scott et son équipe sont venus au Mexique à la recherche de Derek, enquêtant sur une organisation de chasseurs. Étonnamment, le quartier général du gang se trouve ici, dans la boîte de nuit, caché à la vue de tous. Le groupe se divise en deux équipes, une ouverte et une secrète, prévoyant de négocier d'abord avant de recourir à la violence. Styles et Lydia prennent les devants, tentant de rançonner la liberté de Derek. La chef de l'organisation de chasseurs est une femme âgée qui semble gentille et douce, mais sous la surface, elle est aussi impitoyable qu'elle l'est. La vieille dame interroge Styles, lui demandant comment un adolescent peut avoir autant d'argent et à quel point il est sage pour lui de venir ici seul. Les chasseurs brandissent leurs armes, ce qui montre clairement qu'ils ont l'intention de prendre ce qu'ils veulent par la force. Mais Styles reste calme, rétorquant qu'il n'est pas venu seul. Pendant ce temps, dans la boîte de nuit, Malia, Kira et Scott se fondent dans la foule sans se faire remarquer. Réalisant la situation, la vieille dame est étonnée de leur invasion. Styles, toujours calme, répond qu'il a amené un loup alpha. Alors que des jeux psychologiques se jouent à la table des négociations, une bataille physique se déroule dans le club. Les chasseurs se rapprochent de tous les côtés, pour être systématiquement abattus par les trois loups qui ont le dessus dans le combat. Styles prend le dessus à la table. Scott lui fait signe de reprendre les 10 000 $ qui avaient été mis sur la table. Styles essaie de convaincre la vieille dame que cet accord profite à tout le monde, mais elle prend sa radio et ordonne froidement à ses hommes de montrer de quoi l'organisation des chasseurs est capable. Dans le couloir, Scott et deux autres sont victimes d'une brume imprégnée d'aconite. Plus tard, Lydia est emmenée dîner seule avec la vieille dame, qui est fascinée par ses pouvoirs de banshee. Elle interroge Lydia, lui demandant si elle peut sentir lequel de ses hommes est sur le point de mourir. Lydia regarde les trois hommes mais ne reçoit aucun signe d'avertissement. La vieille dame tape son couteau contre la table, exhortant Lydia à se concentrer davantage pour dire qui parmi eux va mourir. Lydia ne peut pas le dire, et à ce moment-là, la vieille dame poignarde soudainement l'homme au milieu. Choquée, Lydia réalise à quel point la femme est mortelle. Voyant que Lydia n'a pas pleinement exploité ses pouvoirs de banshee, la vieille dame perd tout intérêt et revient au sujet principal, interrogeant Lydia sur Scott et sa meute. La vieille dame soumet ensuite Scott à la torture, révélant que Derek n'est pas sous sa garde après tout. En fait, eux aussi essaient de découvrir qui a enlevé Derek. Scott ne peut s'empêcher de se sentir frustré. Sous la pression des chasseurs, Kira est obligée d'électrocuter Scott. Ailleurs, Styles et Malia sont emprisonnés ensemble. Styles veut que Malia utilise son ouïe de loup-garou pour écouter la conversation dans la salle de torture. Mais Malia, qui n'a toujours pas pratiqué la plupart de ses capacités, ne peut pas se concentrer suffisamment pour le faire. Styles s'impatiente et essaie de l'aider à se concentrer, mais à sa grande surprise, Malia l'embrasse soudainement. Après avoir profité de Styles, ses yeux brillent de bleu. Pendant ce temps, des étincelles jaillissent lorsque Scott est électrocuté. La vieille dame le presse, exigeant de savoir qui cherchait à se venger de la famille de Derek. Mais si Scott le savait, pourquoi viendrait-il ici et se soumettrait-il à cette torture? Alors que la tension augmentait, son corps tremblait violemment, indiquant que les faiblesses des loups-garous sont l'électricité et le feu. Frustrée par le manque de réponse, la vieille dame ordonne à Kira d'augmenter encore plus la puissance, sans se soucier de savoir si Scott vit ou meurt. Alors que la douleur s'intensifie, son esprit parcourt ses souvenirs, et soudain il se souvient de la folle, Kate. Celui qui avait été attrapé par la gorge de Peter, mais dont le corps avait mystérieusement disparu. L'agonie a déverrouillé quelque chose en Scott, et avec un élan de force, il s'est libéré de ses chaînes. C'est le vrai pouvoir d'un loup alpha. Son héroïsme ne brille que lorsqu'il n'est pas dans un combat direct. Lorsque Styles entendit le nom de Kate, sa réaction immédiate fut l'incrédulité. D'un autre côté, Malia était curieuse de savoir qui était Kate, sachant que Kate était une femme psychotique issue d'une famille de chasseurs connue pour sa cruauté, mais elle était censée être morte. Pendant ce temps,
Kate avait piégé Derek derrière un mur gravé d'un totem. Après avoir obtenu les informations qu'elle voulait, la vieille dame a étonnamment laissé partir Scott et ses amis. Il s'est avéré qu'elle avait soupçonné Kate d'être derrière l'enlèvement de Derek depuis le début, et qu'elle n'avait tourmenté Scott que pour le confirmer tout en testant son caractère. Comme Lydia l'avait prédit, Scott s'est avéré être un bon chien. Cependant, la vieille dame n'a pas manqué l'occasion de l'avertir que s'il blessait un jour des innocents, elle ne le laisserait pas s'en tirer. Bien qu'impitoyable, la vieille dame s'en est tenue au code du chasseur. Tout comme Chris, elle avait une idée approximative de l'endroit où Kate se cachait, mais ceux qu'elle avait envoyés auparavant n'étaient jamais revenus, elle n'offrirait donc aucune aide directe. Au lieu de cela, elle a engagé un guide pour Scott. À ce moment-là, un motard dur à cuire a rugi. C'était le mercenaire Chic Braden, qui travaillait pour celui qui payait le plus. La dernière fois qu'elle était apparue, elle avait sauvé Derek et Peter de la vieille dame. Personne ne s'attendait à ce qu'elle accepte à nouveau un travail chez elle. Braden a révélé la cachette de Kate dans une église. Alors qu'il voyageait, Malia a de nouveau posé des questions sur Kate. En bref, la plupart de la famille de Derek avait été anéantie dans un incendie déclenché par Kate. Peter avait mordu et transformé Scott dans le cadre de sa vengeance pour cela. Finalement, Peter tua Kate, mais à la surprise générale, cela ne fit qu'éveiller ses pouvoirs. Le reste de l'histoire fut raconté par la vieille dame. Après que l'organisation des chasseurs eut appris la mort de Kate, ils vinrent vérifier le corps pour s'assurer qu'elle était vraiment morte. Cependant, comme un morceau de savon, ils découvrirent que ses blessures guérissaient lentement, avec des griffes commençant à pousser. Le gang échangea son corps et l'introduisit clandestinement au Mexique, dans l'intention de donner à ce chasseur la mort d'un grand guerrier. Il n'était pas rare que des chasseurs soient mordus et transformés en loups-garous pour l'honneur de la famille. On s'attendait à ce qu'il se suicide avant de se transformer complètement. Mais Kate n'était pas ce genre de personne. Cette folle simula sa mort en se vidant de son sang, incitant les chasseurs à baisser leur garde. Puis elle les massacra tous lors d'une attaque surprise brutale. Au cours de cette conversation, leur jeep heurta quelque chose et tomba en panne, bien qu'aucun d'entre eux ne voie ce que c'était. Le temps étant compté pour sauver Derek, Scott et Braden poursuivirent leur route, laissant les autres derrière eux pour réparer le véhicule. Avant de partir, Scott serra chaleureusement Kira dans ses bras. Alors que le groupe restant travaillait sur la voiture, Malia découvrit une dent acérée ressemblant à un poignard. Scott et Braden arrivèrent enfin dans la ville où se trouvait l'église. La ville avait été réduite en ruine par un tremblement de terre, mais l'église était restée debout, le ciel était rempli de poussière et le soleil était bas comme s'il était en permanence au crépuscule. Le vent murmurait comme une voix. Braden expliqua qu'il y avait une légende à propos d'un temple sous l'église, censé emprisonner un ancien esprit gardien indien. Ce n'est que dans la soirée qu'ils atteignirent l'église elle-même. Scott demanda ce qu'il ferait de Kate s'il l'attrapait. Braden, imperturbable, répondit qu'elle n'était payée que pour l'attraper, qu'elle vive ou meure ne la concernait pas. Pour Braden, l'argent était tout ce qui comptait, pas d'attachement, pas de pitié. Entendre cela fit froid dans le dos de Scott. Dès que Scott et Braden entrèrent dans l'église, il sentit une odeur forte et piquante et dit immédiatement que ce n'était pas humain. Pendant ce temps, les compétences de Styles en matière de réparation de voitures n'étaient pas impressionnantes. Lydia n'arrêtait pas de l'exhorter à se dépêcher. Après tout, des créatures mystérieuses se cachaient à proximité. Alors qu'elle montait la garde, Malia et Kira aperçurent une silhouette sombre qui ne ressemblait pas à un humain. Malia se lança à sa poursuite, mais au moment où Kira la rattrapa, Malia était déjà blessée. La rencontre fut brève et elle n'eut pas un aperçu clair de la créature, mais elle était énorme, rapide et incroyablement agile. Heureusement, Styles avait finalement réussi à faire fonctionner la voiture. De retour à l'église, Scott et Braden s'aventurèrent dans le temple souterrain. L'espace était sombre et exigu, avec des toiles recouvrant chaque surface et des créatures venimeuses rampant partout. Quelque part dans l'ombre se cachait un monstre effrayant, vêtu d'une armure squelettique et irradiant un froid glacial. Scott avait le sentiment troublant que quelque chose les traquait. Tous deux étaient en état d'alerte. La créature se déplaçait sans effort dans le temple labyrinthique, restant toujours hors de portée, jouant avec leurs nerfs mais n'attaquant jamais directement. Dans ces passages étroits et sombres, la peur s'empare généralement de la proie, mais cette proie n'était pas ordinaire. Scott émit un puissant rugissement alpha, faisant trembler tout le temple. La créature, réalisant qu'elle avait rencontré son égal, rugit à son tour avant de se retirer dans l'ombre. Poursuivant leurs recherches, ils tombèrent sur un mur orné de sculptures totémiques. En son centre se trouvait le symbole du gardien léopard. Derrière le mur, ils pouvaient entendre une faible respiration, montrant que Derek était à l'intérieur. Scott fracassa le mur d'un seul coup de poing, mais ce qu'ils virent de l'autre côté les laissa sans voix. Ils avaient trouvé Derek, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. Quand Styles et les autres arrivèrent,
Ils furent eux aussi stupéfaits. Derek était redevenu adolescent et personne ne pouvait comprendre comment. Le groupe emmena le jeune Derek à la clinique vétérinaire. Tout aussi stupéfait que tout le monde, le vétérinaire ne pouvait pas croire comment Derek était devenu adolescent. Il fit remarquer que cela pouvait être une mine d'or, notant que Kate devait avoir une raison pour faire cela. Le vétérinaire passa toute la nuit à étudier le corps de Derek et découvrit que sa capacité de guérison était extraordinaire. Toute blessure qu'il subissait guérissait presque instantanément. Lydia resta pour aider, et alors qu'ils étaient sur le point de commencer à expérimenter un sérum, ils ne remarquèrent pas que Derek s'était déjà réveillé. Son loup intérieur surgissait de manière incontrôlable, et dans son état transformé, il s'en prit au vétérinaire, le blessant avant de s'échapper dans la nuit sans laisser de traces de son odeur. Pendant ce temps, à l'école, Styles se plaignit à Scott du comportement de Malia. Apparemment, Malia s'était faufilée dans sa chambre la nuit et avait torturé ses hormones 5 fois par semaine, si souvent que même un gars costaud ne pouvait pas le supporter. Il grogna avant d'enlever sa chemise pour montrer ses cicatrices. Scott était abasourdi mais aussi un peu envieux. Alors qu'un humain ordinaire ne serait peut-être pas capable de gérer l'affection de Malia, un loup-garou le pourrait. Pas étonnant que Malia finisse par se retrouver dans les bras de Scott. Peu de temps après, ils reçurent tous les deux un message de Lydia et se précipitèrent à la clinique vétérinaire. Le vétérinaire pensait que la transformation physique de Derek n'était pas le seul problème. Son esprit et ses souvenirs semblaient être revenus à une époque antérieure. C'est pourquoi il ne reconnaissait personne. La grande question était, où irait un Derek effrayé? Ils pensaient tous à la maison familiale de Derek. Pendant ce temps, le jeune Derek s'y était déjà rendu, pour découvrir que l'endroit avait été réduit en décombres. Pour lui, c'était toujours sa maison, juste hier. Confus et le cœur brisé, il était assis parmi les ruines, perdu dans ses pensées. Il ne fallut pas longtemps avant que 2 agents de patrouille ne le remarquent. Comme la propriété avait été vendue, ils tentèrent de chasser Derek. L'adjoint lui parla gentiment, mais son partenaire fut plus agressif, provoquant une confrontation avec Derek. Finalement, Derek fut emmené au poste de police. Une recherche dans les registres révéla que les empreintes digitales de ce jeune garçon correspondaient à celles de Derek adulte. Lorsque le shérif entendit cela, il se précipita, tout aussi stupéfait de découvrir que cet adolescent était en fait le protecteur loup-garou de la ville, Derek. Styles et Scott arrivèrent en toute hâte, et le shérif, toujours incrédule, demanda si les loups-garous pouvaient désormais voyager dans le temps. Ils n'eurent d'autre choix que d'expliquer leur voyage au Mexique et comment Kate avait transformé Derek en adolescent pour gagner la confiance du jeune Derek. Scott lança ses yeux rouges alpha. Derek halta à la vue d'un loup alpha. Avec son mentor autrefois plus âgé devenu adolescent, Scott avait enfin une chance d'être aux commandes. Styles, cependant, remarqua un email de l'hôpital psychiatrique, surligné en rouge gras. C'était le 2e avis, et il semblait qu'un autre problème se préparait. Les 2 hommes élaborèrent quelques règles de base pour le jeune Derek. Pas de transformation, pas de mal aux gens, etc. Mais Derek, avec une certaine arrogance, répondit que tant que ce n'était pas la pleine lune, il pouvait la contrôler. C'est alors qu'ils réalisèrent que cette version de Derek n'avait pas encore maîtrisé ses capacités de transformation. Pour le calmer, Scott mentit, disant que la famille de Derek avait déménagé après un incendie. En raison de son statut d'alpha, Derek ne pouvait pas détecter le mensonge. Scott se sentit un peu coupable, mais Styles le rassura en lui disant que la vérité l'écraserait. Au lieu de cela, il devait trouver comment le ramener à la normale dans les prochains jours. Pendant ce temps, Kate était également revenue en ville, et son arrivée signifiait qu'une tempête sanglante était sur le point de balayer la région. Lydia, étant une banshee, sentit le malheur imminent et tomba sur la scène d'un meurtre horrible. La méthode de Kate était sauvage. L'homme avait été déchiqueté, laissant derrière lui un désordre grotesque et sanglant. Derek fut amené chez Scott, où ils rencontrèrent par hasard son père, l'agent du FBI McCall. Ne voulant pas que la véritable identité de Derek soit révélée, Styles mentit rapidement et le présenta comme son cousin. Scott alla chercher l'aide de Peter, mais découvrit que Malia l'avait également accompagné. Elle avait entendu la rumeur selon laquelle Peter était un Satan des temps modernes et était curieuse de le voir en personne. Alors qu'ils entraient dans le repère de Peter, le rythme cardiaque de Scott s'accéléra. Malia le taquina pour être si nerveux, l'accusant d'être plus effrayé qu'elle. Elle n'avait pas peur de Peter, mais Scott avait toujours des réserves à propos du vieil homme. Peter se prélassait et lisait un livre, mais dès qu'il entendit le nom de Malia, il se leva, son regard s'adoucissant. Il était clair que Peter avait des sentiments pour elle, bien qu'il ait rapidement retrouvé son calme, pas prêt à faire face à la réalité de sa relation avec Malia. Scott expliqua que Kate s'était transformée en jaguar-garou après que Peter lui ait arraché la gorge, déclenchant l'une des formes de transformation les plus rares. Une fois que Peter entendit toute l'histoire, il déduisit de l'état de Derek à quelle période ses souvenirs dataient. Comme ses yeux étaient bleus, il était clair que les souvenirs de Derek dataient d'après qu'il ait tué son premier amour,
et la deuxième fille dont il était tombé amoureux n'était autre que son ennemi juré, Kate la chasseuse. Peter comprit rapidement la véritable intention de Kate. Kate n'avait pas seulement transformé Derek en adolescent, elle l'avait ramené à une époque où il l'avait rencontré pour la première fois et lui faisait encore confiance. Scott alerta immédiatement Styles de surveiller de près Derek, mais alors que Styles descendait pour prendre l'appel, Kate s'introduisit et utilisa la confiance persistante de Derek pour l'attirer. Styles revint juste à temps pour les voir partir ensemble. Lydia partagea également sa découverte avec Scott. En se basant sur l'état du corps qu'elle avait trouvé, Peter était certain que l'incident n'était pas un meurtre typique, mais qu'il avait été causé par la perte de contrôle de Kate sur sa transformation. En pensant à la façon dont le jeune Derek ne pouvait pas non plus contrôler sa transformation, Peter réalisa soudainement que Kate était à la recherche du plus grand trésor de la famille de Derek, le Triskelion. Pendant ce temps, Derek et Kate arrivèrent à l'école. Kate se demanda pourquoi le coffre-fort de sa famille avait été construit sous un lycée. Derek expliqua que le coffre-fort était là en premier, bien avant la construction de l'école. L'entrée était cachée sous le monument de l'école, mais elle ne pouvait être ouverte qu'avec le sang de sa famille. Une fois à l'intérieur du coffre-fort, l'attention de Kate fut immédiatement attirée par le coffre-fort central. Peu de temps après, Scott et les autres arrivèrent également à l'école. Scott et Malia sentirent tous deux une odeur familière, la même que celle des créatures qu'ils avaient rencontrées au Mexique, confirmant que Kate avait apporté une aide puissante. Peter les interrogea immédiatement sur les détails, et après avoir entendu leur description, son expression s'assombrit. Il avait déjà eu affaire à ces créatures, ou plutôt, à celles qui portaient des os de bêtes. Ces guerriers berserkers, vêtus d'une armure squelettique, avaient été mentionnés plus tôt par Hunter Chris. C'étaient des armes sauvages et stupides, capables de tenir tête aux loups-garous et autres vrais monstres. Malia voulait en combattre un pour faire ses preuves, mais Peter la retint et s'enfuit rapidement. Si Malia n'avait pas été sa fille, il n'aurait probablement même pas pris la peine de l'arrêter. À l'intérieur du coffre-fort, le jeune Derek fouillait le trésor et finit par trouver le médaillon Triskelion dans une simple boîte en bois. Comparé au trésor contenu dans le coffre-fort, le Triskelion ne semblait guère être un artefact inestimable. Lorsque Kate s'est déplacée pour ouvrir le coffre-fort, Derek l'a rapidement arrêté, l'avertissant de ne pas le toucher. Pendant ce temps, Peter s'était déjà enfui, disparaissant sans laisser de traces. Scott et Malia se sont retrouvés entourés de deux guerriers berserkers, enfermés dans un combat brutal. Contrairement aux loups-garous, qui avaient toujours leur humanité au cœur de leur existence, ces berserkers ressemblaient davantage à des bêtes portant une peau humaine. Le médaillon Triskelion était dans la main de Kate. Cependant, cela ne semblait avoir aucun effet, c'était juste un badge ordinaire. Puis la voix étrange de Peter résonna depuis la porte, accusant Kate d'être entrée dans le coffre-fort de leur famille pour cette chose inutile. Il s'avéra que le Triskelion n'était qu'un outil pour aider la famille à concentrer son énergie, tandis que la maîtrise du contrôle de la transformation nécessitait des conseils et une formation de la part des anciens. Pendant ce temps, Scott et Malia luttaient dans leur combat contre les berserkers. Leurs attaques effleuraient à peine la surface des guerriers. Bien qu'il soit un alpha, Scott n'était pas à la hauteur d'un seul berserker. De toute évidence, il avait encore beaucoup à apprendre. Kate, de plus en plus frustrée, réalisa que le médaillon qu'elle avait travaillé si dur pour trouver n'était rien d'autre qu'un tas de ferraille. Elle rugit sur Derek, ses véritables intentions désormais pleinement révélées. La voyant pour qui elle était vraiment, le jeune Derek comprit enfin la situation. Depuis le moment où il s'était réveillé, le seul qui s'était vraiment soucié de lui était Scott. Déterminé à aider, il se précipita pour rejoindre le combat. Styles et Lydia arrivèrent également à l'école, mais avec peu de compétences au combat, ils étaient plus spectateurs que participants. Les berserkers se battaient comme des dieux de la guerre, et les deux loups-garous ne pouvaient pas porter un seul coup. Alors que tout espoir semblait perdu, Kira entra sur le champ de bataille avec son épée, délivrant quelques coups impressionnants et repoussant les berserkers. Malheureusement, elle fut distraite en se montrant, et l'un des guerriers la renversa dans un moment critique. Derek intervint, prenant en charge toute la force des attaques des deux berserkers. Il était un tank, absorbant les coups avec une résilience absolue. Alors que Derek retenait les berserkers, Peter, étonnamment, n'attaqua pas Kate. Au lieu de cela, il choisit de lui apprendre à contrôler ses transformations, lui disant de canaliser ses émotions et d'utiliser la colère comme déclencheur. Avec les conseils de Peter, Kate maîtrisa enfin sa capacité à se transformer. Il semblait que Peter avait des plans plus sinistres dans sa manche. Il était clairement fatigué de jouer le gentil. Soudain, les choses prirent une autre tournure. 3 grenades assourdissantes furent lancées dans la pièce, forçant Kate à fuir. Dans la confusion, une mystérieuse silhouette apparut et vola le trésor du coffre-fort sous le nez de Peter. Pendant ce temps, pendant le combat contre les berserkers, le jeune Derek reprit soudainement sa forme originale. Entendant un rugissement féroce, les berserkers se retirèrent immédiatement.
Alors que Scott et les autres regardaient dans le couloir la silhouette de Derek, ils eurent l'étrange sentiment qu'un dieu de la guerre était revenu. Derek se retourna et ses yeux bleus autrefois froids brillèrent maintenant d'or. Ailleurs, Styles et Lydia arrivèrent au coffre-fort et trouvèrent Peter debout près du coffre-fort, marmonnant pour lui-même qu'il aurait dû savoir que leur cible était celle-ci depuis le début. Styles et Lydia étaient tous deux perplexes, se demandant ce qui avait été volé pour faire perdre son sang-froid à Peter. Peter révéla que c'étaient des obligations non enregistrées qui avaient été prises. Lydia demanda combien elles valaient, et Peter répondit « C'est plus d'1 milliard d'obligations intraçables ». Pas étonnant que Peter ait été dévasté. Pour Peter et Derek, ils ont cherché Kate mais n'ont rien trouvé. Peter était furieux à cause de la perte de plus d'1 milliard de dollars, assez pour assurer une vie confortable pour des générations. À son âge avancé, il n'était pas vraiment censé retourner au travail. Derek, lui aussi, bouillonnait de rage, et les diatribes constantes de son oncle ont fini par le faire réagir. C'est à ce moment-là que Peter a remarqué que les yeux de Derek étaient redevenus dorés. Pendant ce temps, Scott et Styles retournaient sur le terrain de cross depuis longtemps oublié. Après avoir passé tant de temps à combattre des menaces surnaturelles, Scott était devenu rouillé au jeu. À sa grande surprise, un nouveau venu, Liam, contestait sa position de capitaine de l'équipe. Au même moment, à l'hôpital de la ville, Shaun, couvert de sang, s'est effondré à l'entrée où il a été trouvé par le vétérinaire et la mère de Scott, Melissa. Bientôt, la nouvelle du massacre dans la maison de Shaun s'est répandue, et les corps de sa famille ont été amenés à l'hôpital. Étant donné que les blessures avaient été causées par une arme tranchante, le shérif a supposé qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre normal, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire que Scott et ses amis surnaturels s'impliquent. Pendant ce temps, Kira se préparait pour l'école quand elle remarqua que ses parents emballaient leurs affaires. Ils avaient l'intention de quitter la ville. Avec l'esprit du renard sauvage scellé, le père de Kira sentit que sa mission avait été accomplie. Mais Kira ne voulait pas partir. Elle venait juste de commencer à construire une relation avec Scott, bien qu'il soit encore dans cette phase délicate, n'ayant pas encore franchi la ligne d'une relation à part entière. Dans les vestiaires, Scott et Styles ont confronté le nouveau gamin, Liam, lui disant de montrer un peu de respect envers ses aînés. Styles était un peu agressif, exigeant que Liam explique ses impressionnantes compétences sur le terrain. Styles soupçonnait que Liam était peut-être un être surnaturel et avait utilisé ses pouvoirs pour jouer aussi bien, mais Liam n'avait aucune idée de ce dont Styles parlait. Scott a écouté attentivement le battement de cœur de Liam, capable de dire s'il mentait, et a confirmé que Liam n'était qu'un humain ordinaire. Peu de temps après, ils ont tous reçu une alerte. Il y avait un autre tueur en série en liberté dans la ville. Styles était impatient de participer, mais Scott décida de rester en classe, pensant que s'il s'agissait d'un meurtre normal, il valait mieux le laisser aux adultes. Frustré, Styles partit en trombe. Pendant ce temps, Kira voulait parler à Scott du projet de sa famille de quitter la ville. Elle espérait que s'il lui demandait de rester, elle trouverait un moyen de convaincre ses parents. Mais avant qu'elle ne puisse en parler, Scott coupa court à la conversation, la laissant déçue. Cependant, les choses prirent rapidement une autre tournure lorsque l'entraîneur annonça qu'il reconstruisait l'équipe de cross, ce qui signifiait que Scott n'en était plus le capitaine. Liam vit cela comme une opportunité de marquer l'histoire en devenant capitaine de l'équipe de première année, et Styles sentit la compétition s'intensifier. Pendant l'entraînement, Liam fit forte impression avec les meilleurs temps de course de l'équipe. Alors que tout le monde haletait, Liam avait encore assez d'énergie pour faire des pompes. Vint ensuite l'entraînement au tir, et Styles se prépara à se montrer, mais son tir fut facilement attrapé par le gardien, l'embarrassant devant les nouveaux joueurs. En revanche, Liam marquait à chaque tir, ce qui faisait paraître Styles encore pire. Scott essayait de rester calme, rassurant Styles que l'équipe avait besoin de sang neuf. Styles rétorqua en disant « Et si Liam devenait le nouveau capitaine ?» Scott n'était soudainement plus aussi calme. L'idée qu'un étudiant de première année prenne sa place ne lui plaisait pas. Pourtant, il était fier et refusait de tricher en utilisant ses capacités de loup-garou, ce qui le laissait encore moins performant que Styles. Au moins, Styles avait réussi à faire passer le ballon devant le gardien. Même Kira et Malia ne pouvaient pas supporter de regarder. Pendant une pause, Styles a essayé de convaincre Scott d'utiliser juste un peu de ses pouvoirs de loup-garou, en disant « Nous sommes une équipe, et tu ne devrais pas nous embarrasser ». Scott résistait toujours à l'idée, mais Styles a admis qu'il détestait simplement voir ce nouveau gamin voler toute la gloire de Scott. Ailleurs, dans une pièce sombre, un mystérieux homme sans bouche examinait un fichier rempli de symboles cryptés. Il avait un bouchon sous le cou qu'il utilisait pour se nourrir. De retour au commissariat, la mercenaire Braden s'était étonnamment transformée en experte criminelle, conseillant désormais sur l'affaire. Elle semblait avoir des relations partout. De retour sur le terrain de cross, l'exercice suivant était une défense à 2 contre 1 avec Scott et Styles essayant de se racheter. Ils ont réussi à bloquer avec succès chaque nouveau joueur, retrouvant enfin une certaine dignité. Même l'entraîneur était ravi, se vantant que ces deux-là étaient comme ses propres fils.
Puis ce fut le tour de Liam. Scott et Styles étaient tous les deux prêts. Ils ne pouvaient pas le laisser passer, mais avec ses incroyables compétences, Liam s'est faufilé entre eux et a marqué facilement. Tous les efforts précédents de Scott et Styles n'avaient fait que préparer le terrain pour que Liam brille, et c'était exaspérant. Malia, toujours en train de remuer le pot, a plaisanté en disant que Liam avait eu de la chance et a suggéré qu'ils organisent un match revanche. Au début, l'entraîneur a refusé, mais lorsque Malia lui a parié 10 $, il a accepté. Lors du match revanche, Scott décida de ne pas retenir son instinct de loup-garou. Liam esquiva facilement Styles à nouveau, mais alors qu'il essayait de dépasser Scott, il fut violemment plaqué. Liam tourna dans les airs en une rotation, et quand il atterrit, le bruit des os qui craquaient fit taire le terrain. Tout le monde était abasourdi, Scott et Styles paniquèrent, car ils n'avaient pas voulu lui faire autant de mal. Dans un accès de colère, l'entraîneur lança une balle dans les tribunes, et instinctivement, Kira l'attrapa. L'entraîneur s'arrêta, lui demandant de la lui renvoyer. Kira lança négligemment la balle, frappant l'entraîneur en plein dans la poitrine. Impressionné, l'entraîneur demanda à Kira si elle avait déjà joué au lacrosse auparavant. Pendant ce temps, un adjoint arriva chez Shaun pour enquêter et trouva une intruse inattendue, Lydia. Ses pouvoirs de Banshee l'avaient menée sur la scène du crime. L'adjoint fut surpris lorsque Lydia fit une découverte. Pour elle, le grain du bois sur les murs formait un visage, accompagné de faibles gémissements. En poussant contre le mur, elle révéla une porte cachée. Derrière elle se trouvait un congélateur rempli de corps humains, des dizaines d'entre eux. Il était clair que quelque chose n'allait pas du tout avec cette famille, et peut-être que leur mort était méritée. Cependant, il restait un survivant qui avait été traité à tort comme une victime par la police à l'hôpital. Scott amena Liam pour se faire soigner et rencontra la mère de Scott. Styles s'excusa, disant qu'il devait aider Malia avec ses devoirs avant de partir. Il rassura Scott qu'il était normal de vouloir se battre pour quelque chose et d'avoir un peu d'égoïsme. Scott resta silencieux, rempli de culpabilité. Pendant ce temps, Kira, toujours déterminée à rester en ville après son baiser avec Scott, faisait tout ce qu'elle pouvait pour saboter les plans de déménagement de ses parents. Styles et Malia, sous prétexte d'étudier, se rapprochaient en fait. En feuilletant les notes de Lydia, ils trouvèrent plusieurs pages de symboles étranges qui ressemblaient beaucoup à ceux qu'ils avaient vus dans le dossier de l'homme sans bouche. De retour à l'hôpital, il fut révélé que le beau-père de Liam était le vétérinaire. Liam, gêné et frustré, regrettait de s'être impliqué avec Scott et Styles. Scott entendit leur conversation et réalisa que ni Liam ni son beau-père ne lui avaient reproché ce qui s'était passé, ce qui ne fit que le faire se sentir encore plus coupable. À ce moment-là, Lydia appela, avertissant Scott de se méfier de Shaun, le seul survivant du massacre. Pendant ce temps, Melissa entra dans la chambre de Shaun pour voir comment il allait, mais elle le trouva en train de dévorer un policier mort. Shaun marmonna entre deux bouchées qu'il ne pouvait pas s'en empêcher et qu'il avait trop faim. Melissa essaya de courir, mais Shaun la renversa. Soudain, le rugissement de Scott résonna dans le couloir. Il grogna en se jetant sur Shaun, mais Shaun le repoussa comme une poupée Barbie géante avec une force surprenante. Il semblait que chaque monstre avait le dessus sur le loup alpha ces derniers temps. Shaun s'enfuit, fonçant droit sur Liam. Scott suivit la traînée de sang et poursuivit Shaun jusqu'au toit, où Shaun retint Liam en otage, menaçant sa vie. Il fut alors révélé que Shaun et sa famille étaient des Wendigo, des monstres qui se nourrissaient de chair humaine. Alors que Shaun poussait Liam du toit, Scott bondit et attrapa Liam juste à temps. Au lieu de courir ou d'attaquer, Shaun resta bizarrement sur place et essaya d'empêcher Scott de sauver Liam. Dans sa logique tordue, Shaun semblait croire que lui et Scott étaient pareils, tous deux des monstres avec des humains comme ennemis communs. Les mains occupées à essayer de sauver Liam, Scott se débattait et Liam glissait. Dans un geste désespéré, Scott mordit le bras de Liam. À ce moment-là, Shaun fut soudainement frappé à la poitrine avec une hache de combat. Scott réussit à tirer Liam en sécurité, et alors qu'il levait les yeux, l'homme sans bouche se tenait devant eux. Il fit un geste silencieux, pressant un doigt à l'endroit où se trouvaient ses lèvres. La famille à laquelle appartenait Shaun était composée de Wendigo cannibales, mais on ne savait pas si cet homme était bon ou mauvais. Pendant ce temps, Liam se tordait de douleur à cause de la morsure tandis que Scott, sous le choc, ne savait pas quoi faire. C'était la première fois qu'il mordait quelqu'un, et il savait que cela changerait la vie de Liam pour toujours. Liam n'avait aucune idée que sa vie était sur le point d'être réécrite par cette petite morsure, mais Scott voyait son ancien moi en lui, quelqu'un dont la vie avait été irrémédiablement modifiée en devenant un loup-garou. Bien que Scott ait essayé de garder le secret, le nez pointu de Derek l'a remarqué. L'homme sans bouche semblait déterminé à abattre à lui seul tous les loups-garous qu'il chassait, anéantissant ainsi une famille entière de Wendigo. Après cela, Scott et Styles ont kidnappé Liam pour lui expliquer la vérité sur les loups-garous. Liam était effrayé par leur discours fou sur la façon dont une transformation ratée pouvait être fatale.
Le voyant en larmes, ils décidèrent de le détacher, sans se rendre compte qu'il faisait semblant. Liam les attaqua et s'enfuit. Scott et Styles trébuchèrent après lui, dégringolant ensemble dans les escaliers. Grâce à Styles qui le traînait derrière, Liam réussit à s'échapper. Par chance, le lendemain était une pleine lune. Styles avait déjà préparé des attaches pour Malia, craignant qu'elle perde le contrôle. Son père est entré au mauvais moment, et disons simplement qu'il avait de sérieuses questions sur la façon dont cette fille s'est retrouvée dans la chambre de son fils et si les attaches étaient destinées à d'autres fins hormonales. Pendant ce temps, en classe, Lydia passait en revue des codes étranges qu'elle avait tapés inconsciemment. Elle n'avait aucun souvenir de l'avoir fait, mais étant donné son rôle de Banshee, ces codes devaient cacher une menace sérieuse. Kira supposa qu'il pourrait s'agir d'un code militaire datant de la guerre, et peut-être que ses parents pourraient l'aider, étant donné que sa mère avait plus de 9900 ans. Lydia était d'accord. Après tout, n'importe quel code peut être déchiffré si l'on connaît la clé. Ce matin-là, Liam n'a pas pris le bus scolaire, ce qui a surpris ses amis, d'autant plus que Liam s'était cassé un os la veille mais semblait courir sans problème aujourd'hui. Avec l'aide de son ami, Liam a remarqué quelque chose d'étrange dans son corps. Son cœur battait fort, son sang bouillait, comme si quelque chose était sur le point d'éclater en lui. Essayant de se calmer, il a repéré Scott dans la foule. Paniqué, il s'est enfui, pour être acculé par eux dans le couloir. Scott a essayé de le raisonner, mais Liam était réticent. Il devait être convaincu avant de perdre le contrôle et de blesser quelqu'un ce soir. Scott a d'abord essayé la réplique classique de Derek, disant qu'ils étaient frères maintenant, mais Liam s'est juste mis en colère. Alors Scott s'est tourné vers la célèbre réplique de Peter, disant que la morsure était un cadeau pour lui. Même Styles ne pouvait plus écouter le « puant » de Scott. Il est allé droit au but, disant qu'ils étaient là pour l'aider. Liam a répliqué, incapable de croire qu'il l'aidait en le kidnappant et en le terrorisant. Il a réalisé que ces deux-là étaient des imbéciles. Il a insisté sur le fait qu'il allait bien, soulignant que même la blessure sur son bras avait mystérieusement guéri. Mais Scott et Styles savaient que Liam s'était déjà transformé en loup-garou. Après cela, les 5 se sont réunis pour discuter d'un plan pour faire passer Malia et Liam à travers la nuit en utilisant la cabane au bord du lac de la grand-mère de Lydia. Mais Liam ne coopérait pas. S'il ne pouvait pas utiliser la force, il devrait jouer sale. Lydia a suggéré d'utiliser Kira pour l'attirer avec une fausse fête et un peu de flirt. Vêtue d'une mini-jupe en soie, Kira a sorti le grand jeu, une séduction flagrante qui a fait briller les yeux de Liam en vert. Mais elle a fait une erreur, ce qui a donné à Liam l'occasion parfaite d'engager la conversation. Pendant ce temps, de retour à la tanière du loup, Derek a trouvé son oncle blessé. La blessure à la hache sur sa poitrine était contaminée par la tulou, et la seule façon de la soigner était d'utiliser des flammes brûlantes. Pour un vieil homme comme Peter, c'était brutal. Il a averti Derek qu'il était la prochaine cible, mais Peter n'a pas cédé sans se battre. Il avait réussi à arracher le gant de l'homme sans bouche, révélant l'équipement vocal intégré. Cette nuit-là, Kira a amené Liam à la cabane au bord du lac. La musique tonitruante était si intense qu'elle donnait l'impression que la tête de Liam allait se fendre. Ses sens changeaient, et il ne pouvait pas les contrôler. Lorsqu'ils sont arrivés, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fête, juste Scott et les autres avec des chaînes et des contraintes en fer froid. Malgré leur insistance à dire qu'ils l'aidaient, Liam était convaincu qu'ils étaient une bande de pervers sadiques. Le groupe n'avait pas d'autre choix que de révéler leur véritable identité. À l'exception de Styles, les autres étaient tous des êtres surnaturels. Liam était sceptique jusqu'à ce que Malia fasse clignoter ses yeux bleus, mais il ne les croyait toujours pas. Il cria, son cœur s'emballa, sa tête lui martela la tête, la pièce tourna. Soudain, des lumières s'allumèrent à l'extérieur de la fenêtre. Il s'avéra que Liam avait parlé de la fête à son ami, et que celui-ci avait amené un groupe d'étudiants de première année. La cabane était reliée à un hangar à bateau, et Liam y fut transféré. Styles emmena Malia au sous-sol, laissant Lydia s'occuper de la foule. Se souvenant des bons vins que sa grand-mère avait laissés derrière elle, Lydia força un sourire, même si cela lui brisa le cœur. Au poste de police, Derek apporta le gant, espérant découvrir l'identité de l'homme sans bouche. Ils remontèrent l'équipement jusqu'à l'école et trouvèrent un message. L'expéditeur, qui se faisait appeler le donateur, avait envoyé une grosse somme d'argent à l'homme sans bouche, indiquant qu'il était un assassin surnaturel à gages. Un vendeur d'alcool arriva avec un tonneau de vin que Lydia n'avait pas commandé, prétendant que quelqu'un d'autre l'avait fait. À contre-cœur, elle se prépara à payer, ne voulant pas que les étudiants de première année épuisent la collection de sa grand-mère. Remarquant le départ de l'ami de Liam, Lydia utilisa l'excuse d'avoir de l'argent pour l'intercepter. Après le départ de Lydia, un type intervint et paya la facture du vendeur, se sentant obligé après avoir ouvert l'une de ses précieuses bouteilles. Au moins, il avait des manières. Alors que le vendeur faisait ses bagages, il découvrit que ses pneus avaient été crevés. Soudain enragé,
il lutta pour contrôler sa nature bestiale. Il s'avéra qu'il était aussi un loup-garou. Le vendeur chanta un mantra à voix basse. Chaque loup-garou avait sa propre façon de survivre à une pleine lune, et le sien était de croire en la vérité. Au moment où il reprenait le contrôle, une femme l'attaqua et l'étrangla avec un garrot. Mais ce n'était pas un fil ordinaire. Il s'échauffa et coupa proprement le cou du loup-garou. Un loup oméga sans meute est toujours faible. Juste une petite remarque. La différence entre les yeux dorés et les yeux bleus chez les loups-garous réside dans le fait qu'ils aient tué une personne innocente. La différence entre un loup oméga et un loup bêta réside dans le fait qu'ils aient rejoint la meute d'un alpha. Rejoindre une meute leur confère un buff d'équipe, transformant un oméga en un bêta plus fort. Après avoir tué le loup-garou, la femme s'est dirigée vers la fête. Le type qui a payé les boissons de Lydia n'était pas non plus une personne ordinaire. Il a reçu un message du donateur confirmant que l'argent avait été déposé sur son compte. Il semblait qu'il y avait plus d'un chasseur surnaturel dans cette ville. L'homme sans bouche et ce couple étaient tous des tueurs à gages. En interceptant l'ami de Liam, Lydia est tombée sur un secret concernant la maison. Elle était complètement insonorisée. De faibles murmures provenaient d'un disque, ressemblant à une liste de noms tandis que des visages commençaient à apparaître sur les murs. Pendant ce temps, avec Liam inconscient, Scott et Kira volèrent un moment pour quelques plaisanteries coquines, mais Liam se réveilla au pire moment possible, se libérant des chaînes et brisant une fenêtre pour s'échapper. Au même moment, Malia commença à perdre le contrôle, avec une seule chaîne qui la retenait. S'accrochant à son dernier morceau de raison, elle avertit Styles de rester loin, mais Styles refusa de partir, essayant de la calmer avec son amour. Contre toute attente, son geste risqué fonctionna. Malia réussit à réprimer ses instincts bestiaux sous la pleine lune. La sueur qui coulait du front de Styles montrait à quel point ils étaient proches du désastre. À l'école, le shérif et Derek arrivèrent pour enquêter et trouvèrent une mare de sang. Derek s'avança pour ouvrir la porte, mais le shérif l'en empêcha. C'était un piège, une bombe conçue pour exploser dès son ouverture. L'instant d'après, une hache volante fonça sur eux, mais Derek réagit rapidement et poussa le shérif hors de son chemin. L'homme sans bouche, voyant son piège échouer, chargea pour attaquer. Derek l'engagea dans un combat féroce, esquivant et échangeant des coups plutôt que des hormones pendant plusieurs rounds. Avec l'aide du shérif, ils réussirent finalement à maîtriser l'homme sans bouche. Juste à ce moment-là, une tournure inattendue des événements se produisit. Peter, qui les suivait secrètement, chargea dans la pièce. Derek cria non tout en repoussant le shérif, mais Peter était inarrêtable. Il se précipita en avant avec la force d'un démon, déchirant le visage de l'homme sans bouche à main nue. Puis, dans un geste étrangement calme, il sortit un mouchoir et s'essuya les mains. Le shérif et Derek étaient abasourdis, et le shérif pointa son arme sur Peter, qui secoua simplement la tête avec dédain et commença à s'éloigner. Le shérif lui demanda pourquoi il avait recours au meurtre alors qu'il existait de meilleures façons de gérer la situation. Peter répondit qu'il ne pouvait pas changer qui il était. Il était clair d'après ses paroles que Peter avait choisi la voie sombre. Pendant ce temps, dans la forêt, Scott réussit à intercepter le déchaîné Liam. Par crainte pour le jeune loup, il adopta une position défensive, se préparant à résister à la rage et aux attaques de Liam. Soudain, une flèche traversa l'air. La flèche éclair d'un chasseur surprit Liam, le faisant fuir pour sauver sa vie. Immédiatement, Scott regarda vers la source et vit Chris, le chasseur de loups-garous. Le vieil homme était enfin de retour en action. Ce moment reflétait le passé lorsque, lors de la première transformation de Scott, c'était Chris qui lui avait tiré des flèches, faisant une entrée dramatique similaire. Mais cette fois, Chris se tenait à ses côtés. Chris avait considérablement vieilli depuis la mort de sa femme et de sa fille, ce qui l'avait laissé complètement seul. Le retour de Chris apporta certainement une certaine tranquillité d'esprit. Quant à Isaac, il quitta la ville dévastée par la mort d'Allison. Scott avait envoyé un message à Chris, espérant contre tout espoir qu'il pourrait se montrer ce soir, craignant que quelque chose ne se passe mal, et il était là. Personne ne connaît mieux les loups-garous qu'un chasseur. Chris a utilisé un dispositif de perturbation pour piéger Liam, puis a encouragé Scott à le raisonner et à le convaincre. Alors que la longue nuit touchait à sa fin, un Liam plus calme était désespéré, terrifié à l'idée que son manque de contrôle puisse nuire à ses amis et à sa famille. Scott a vu son ancien moi en Liam et a réussi à le convaincre à la fois avec raison et empathie. Il ne le traitait pas comme un monstre, mais comme un loup-garou. Pendant ce temps, Kira remarqua que Lydia était retombée dans un état de transe. Lydia avait déchiffré les codes mystérieux, réalisant que le mot de passe était le nom d'Allison. Le code s'est avéré être une liste cryptée de tous les êtres surnaturels de la ville. Dans la saison précédente, nous avions entendu parler d'une liste spéciale de morts remplie des noms de tous les monstres de la ville. Plusieurs assassins ont envahi la ville, traquant secrètement des créatures surnaturelles sous l'égide d'un personnage mystérieux connu sous le nom de Donateur.
La famille Wendigo et 2 loups-garous figuraient déjà sur cette liste de personnes à abattre. Cependant, seul un tiers de la liste avait été déchiffré. La partie restante nécessite une autre clé. Styles, en reconstituant les événements étranges qui se sont produits récemment, a émis l'hypothèse que le donateur est le mystérieux personnage qui a volé plus de 100 millions de dollars à la meute de loups. Il utilise cette fortune pour engager des assassins afin d'éliminer tous les êtres surnaturels de la ville. L'un de ces tueurs, l'homme sans bouche, a été abattu par Peter. Scott est certain que le nouvel assassin se cachait à la fête et qu'il était probablement celui qui avait commandé la bière. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ce nouvel assassin n'est pas seulement une personne, mais un couple mortel. Pendant ce temps, Liam, récemment devenu loup-garou, après avoir été convaincu par Scott, est passé d'un petit poussin effrayé à une puissance. Ses amis commencent à soupçonner qu'il est sous stéroïdes. Ce soir, il y a un match d'entraînement à l'école contre l'ancienne académie préparatoire de Liam. Liam ne ressent rien d'autre que de la haine pour son ancienne école, prête à écraser ses anciens coéquipiers. Lorsqu'il vérifie sa crosse de crosse dans le vestiaire, il la trouve entre les mains d'un étranger. Cet étranger n'est autre que Derek, qui est là pour aider Scott à remettre sa nouvelle recrue en forme. Submergé par la colère, les yeux de Liam deviennent dorés et il ne peut contrôler sa nature bestiale, mais Derek le soumet en un seul mouvement. Ce n'est qu'à l'arrivée de Scott que Liam se calme et que les présentations sont faites. Cependant, Liam n'est pas impressionné par Derek et s'en va en colère. La nouvelle recrue rebelle est un véritable casse-tête pour Scott, qui commence enfin à comprendre à quel point les choses étaient difficiles pour Derek à l'époque. Mais Derek est content, disant à Scott que Liam fera un excellent alpha. Scott répond qu'il n'est pas encore prêt et que Derek doit encore lui en apprendre davantage. Mais Derek insiste sur le fait qu'il n'a plus rien à lui enseigner. Il dit à Scott que Liam a beaucoup de potentiel. C'est un loup-garou naturel. Si la bête intérieure est la source du pouvoir d'un loup-garou, alors la colère est la clé pour le débloquer. Scott est trop indécis, réprimant son côté bestial, quelque chose qui le rend moins pur que Liam, mais Scott voit le potentiel de Liam comme une menace. Pendant ce temps, Lydia épuise toutes les méthodes possibles pour trouver un moyen de déchiffrer le reste de la liste des morts. Les pouvoirs d'une banshee sont mystérieux et compliqués, avec des déclencheurs bien trop difficiles à prévoir. Même en classe, Styles reste absorbé par la résolution de l'affaire tout en étudiant les blessures de la victime. Il est interrompu par l'entraîneur, qui le frappe avec une crosse de crosse. C'est à ce moment-là que Styles obtient une percée. En plus du fil chauffant, il y a un autre tueur caché dans l'école, cette fois avec une crosse de crosse qui cache un poignard. Styles soupçonne que le tueur est un joueur de crosse, probablement quelqu'un de l'équipe. Scott et les autres vérifient toutes les crosses de crosse de l'école mais ne trouvent rien, car de nombreux joueurs utilisent leur propre équipement. Pendant la mêlée de ce soir, il est fort probable que le tueur frappe à nouveau. Pendant ce temps, le couple mortel du laboratoire de chimie faisait également des préparatifs. Il travaillait avec le fléau du loup jaune, une toxine qui peut paralyser même un alpha sans être mortel pour les loups-garous. Lorsque l'équipe de la Prep Academy est arrivée, un Liam enragé semblait prêt à se battre, leur souhaitant bonne chance de manière sarcastique. Le capitaine de l'équipe l'a provoqué et le tempérament de Liam s'est enflammé. L'échange verbal a presque poussé Liam à se transformer, mais Scott et Styles ont réussi à le retenir. Il a fallu beaucoup d'efforts pour le calmer, et c'est là qu'ils ont appris la vérité. Liam avait été expulsé de l'académie préparatoire pour troubles explosifs intermittents. Pour un loup-garou, ce genre de rage est à la fois un stimulant et un poison. Scott s'est rendu compte qu'il avait pris une bombe à retardement, mais d'un autre point de vue, la puissance brute de Liam était indéniable. Scott espérait que Liam resterait sur le banc, mais Liam a refusé. Lorsque Scott a expliqué l'histoire des assassins, Liam a mentionné qu'il savait qui avait commandé la bière à la fête ce soir-là. C'était un étudiant de première année nommé Garrett. Ce soir-là, la mêlée a commencé, et Scott et son équipe ont surveillé de près Garrett. Kira a rejoint l'équipe de manière inattendue, et l'entraîneur était impatient d'utiliser ses talents ailleurs. La patiente mentale évadée, Meredith, qui avait les mêmes pouvoirs de Banshee que Lydia, a été reprise par la police. Elle révéla qu'elle recherchait Lydia, mais personne ne croyait à ses capacités, supposant qu'elle était simplement folle. Derek et Chris se rendirent au coffre au trésor du Wolfpack. Pendant la disparition de Chris, il recherchait sa sœur, Kate, qui était devenue de manière choquante un loup-garou. En tant que chasseur né dans une famille de chasseurs, Chris estima qu'il était de son devoir de la retrouver, et si nécessaire, de la tuer pour restaurer l'honneur de la famille. Derek le déconseilla, car il avait ses propres questions pour Kate. Il s'avéra que les yeux autrefois bleus de Derek étaient devenus dorés parce que sa force diminuait. En poursuivant l'homme sans bouche, il avait remarqué que ses sens de loup-garou s'affaiblissaient. Avant le début du match, Scott demanda à l'entraîneur de mettre Liam sur le banc, affirmant son autorité en tant que capitaine de l'équipe. L'entraîneur se contenta de rire et l'ignora, disant qu'il était l'entraîneur ici.
Scott prétendit que Liam était blessé, mais à ce moment-là, Liam attrapa une balle avec facilité, faisant passer Scott pour un idiot. De retour au poste de police, Lydia et Malia arrivèrent pour rencontrer Meredith. Lydia la connaissait suffisamment pour lui tendre immédiatement un téléphone, mais Meredith murmura que le téléphone ne sonnait pas cette fois. Meredith n'utilisait pas sa méthode habituelle pour déclencher ses pouvoirs de Banshee. À la place, elle donnait une série de chiffres. Sur le terrain, la Prep Academy a marqué 2 buts, sans que Scott ni Liam n'utilisent leur force de loup-garou. Étonnamment, c'est Kira qui a marqué pour leur équipe, bien que l'entraîneur l'ait pénalisé pour être hors jeu, la faisant s'asseoir sur le banc. Étant donné les manières téméraires mais secrètement intelligentes de l'entraîneur, il semblait qu'il sauvait Kira comme une arme secrète. Le match est devenu intense lorsque Liam et Garrett sont entrés en collision, forçant le capitaine à quitter le terrain avec une blessure. Pendant ce temps, Garrett semblait d'avoir fait un mouvement, mais Scott a remarqué quelque chose d'anormal. Il a rapidement vérifié si Liam avait des blessures, mais Liam était indemne. Au commissariat de police, les numéros de Meredith n'étaient pas du tout un numéro de téléphone. Grâce à une remarque désinvolte de Malia, Lydia a réalisé que les numéros correspondaient aux lettres et plans Eden, l'un des jumeaux loup-garou. C'était la deuxième clé. La deuxième page de la liste des morts avait été déverrouillée, et les deux filles l'ont immédiatement envoyée à Styles. À leur grande surprise, le nom du capitaine de l'équipe de la Prep Academy était sur la liste. Pendant ce temps, à l'infirmerie, le capitaine se rendit compte qu'il était paralysé. Il s'avéra qu'il était lui aussi un loup-garou, et Garrett l'avait ciblé depuis le début. Juste à ce moment-là, l'assassin apparut, avec l'intention de lui prendre la tête et de réclamer la prime. Peu de temps après, Scott arriva et trouva le capitaine toujours en vie, mais l'assassin lui tendit une embuscade par derrière. Elle espérait faire un gros coup en abattant un loup alpha, dont la prime était bien supérieure à celle d'un loup-garou ordinaire, mais elle sous-estima la force d'un alpha. Scott attrapa le fil chauffant avec facilité. Bien qu'il puisse avoir des difficultés dans d'autres combats, ce n'était pas quelque chose qu'une personne ordinaire pouvait réussir. Finalement, Scott mit l'assassin KO. Pendant ce temps, alors que Chris préparait ses armes, une vieille connaissance de l'organisation des chasseurs, la vieille dame, lui rendit visite. Elle était là pour chasser Kate, mais comme Kate était la sœur de Chris, elle l'avait mis en garde contre le fait de devenir mou, lui rappelant le code du chasseur. Au même moment, Lydia était au commissariat de police en train de passer en revue les noms sur la deuxième page de la liste. Soudain, l'adjoint entra, lui demandant si elle avait besoin d'un retour chez elle. La première réaction de Lydia fut de fermer son ordinateur et de dire non. Elle jeta un coup d'œil à la liste et vit le nom de l'adjoint dessus. Cette liste était pleine d'êtres surnaturels. Alors quel genre de créature était l'adjoint? Non seulement il l'avait bien caché, mais sa prime était étrangement basse. Auparavant, les deux assassins avaient tenté de frapper pendant le match de crosse, Scott capturant l'un d'eux. La deuxième page de la liste des morts fut décryptée, révélant le nom de l'adjoint. Même capturé, l'assassine ne pouvait s'empêcher de penser à l'adjoint. Son partenaire Garrett réussit à s'échapper tandis que le capitaine empoisonné de la Prep Academy était discrètement emmené chez le vétérinaire par les autres. Pendant que le vétérinaire opérait, le capitaine se débattait sans relâche. Styles ne pouvait pas le retenir, et même Derek, dont la force déclinait, avait du mal. Le capitaine s'est libéré, mais a été assommé par un coup de poing de Peter. La force du coup de poing de Peter était immense, plus forte qu'avant, ce qui n'a pas échappé à Derek. Alors que Derek s'affaiblissait, Peter semblait devenir plus fort. Peter a également remarqué l'égratignure sur le bras de Derek, qui prenait inhabituellement longtemps à guérir. Derek restait méfiant envers Peter, tandis que ce dernier semblait plongé dans ses pensées. Pendant que les deux se jaugeaient en silence, le vétérinaire termina l'opération. Le capitaine ne cessait de marmonner la même phrase. Le soleil, la lune et la vérité. Les deux loups-garous tués plus tôt avaient dit la même chose. C'était la devise d'une meute dirigée par nul autre que Satomi, la vieille camarade de la mère de Kira, toujours en vie. Pendant ce temps, à l'école, Scott s'était introduit dans le casier de Garrett et avait découvert une grosse somme d'argent. Il avait caché cette information à Liam, qui était aux aguets, pensant que moins il y aurait de gens au courant de l'argent sale, mieux ce serait. Le lendemain matin, Liam fut renversé par la voiture de Garrett pendant son jogging et kidnappé. Derek voulait prévenir la meute de Sat, mais le capitaine de l'académie était toujours incohérent. D'après ce que Derek savait, la meute de Sat se cachait dans la forêt. Comme il avait perdu son odorat, il demanda l'aide de Malia pour les retrouver. Ailleurs, Styles et Lydia parlèrent à l'adjoint de la liste des morts, mais ne mentionnèrent pas l'aspect surnaturel. Si l'adjoint était l'un d'entre eux, il comprendrait tout seul. Lorsque l'adjoint vit son nom sur la liste, il fut à la fois choqué et offensé, demandant s'il ne valait que 5 $. Styles le corrigea rapidement. C'est 5 millions. À la surprise générale, l'adjoint valait plus que la plupart des loups-garous,
qui ne valait que quelques milliers de dollars. Plus le nombre était petit, plus la prime était élevée. Curieux, l'adjoint demanda pourquoi il était sur la liste. Styles et Lydia étaient tout aussi perplexes, ne sachant pas si l'adjoint était vraiment ignorant ou s'il faisait l'idiot. Styles changea la conversation, notant qu'ils devaient encore déchiffrer le reste de la liste et qu'ils auraient besoin de l'aide d'une autre banshee, Meredith. Pendant ce temps, Garrett avait emprisonné Liam dans un puits, menaçant Scott d'échanger l'argent volé et sa petite amie contre la vie de Liam. Garrett avait prévu de détourner le fourgon de transport de la prison, et Scott n'aurait d'autre choix que de l'aider. Le puits n'était que le premier piège. La deuxième couche d'assurance de Garrett était un couteau recouvert d'aconite, qu'il utilisa pour couper Liam. Pris au piège et empoisonné, Liam appela Scott, mais sans ses pouvoirs de loup-garou, il n'avait aucune chance de s'échapper des parois profondes du puits. De l'autre côté, Derek raconta à Malia l'histoire de Sat. Elle était l'un des plus vieux loups-garous vivants et avait commis une terrible erreur pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle avait perdu le contrôle et brûlé vif le petit ami de sa camarade, la mère de Kira. Satomi se sentait responsable de l'état actuel des renards sauvages. Après cette tragédie, elle s'est consacrée à l'étude du bouddhisme et a finalement trouvé un moyen de contrôler ses transformations. Soudain, Malia sentit l'odeur de la poudre à canon. Derek en déduisit que la meute de Sat était en difficulté et probablement en fuite. Scott se rendit au poste de police pour recueillir des informations, profitant des relations de son père avec le FBI. Mais quand il apprit que son père et le shérif supervisaient personnellement le transport de l'assassine, il paniquait. Après tout, il était censé détourner le fourgon. Son père, cependant, insistait pour être impliqué. Scott devait maintenant trouver comment empêcher Garrett de tuer quelqu'un pendant la mission. Cette nuit-là, Scott et Garrett suivirent le fourgon de la prison, attendant le bon moment pour frapper. Pendant ce temps, l'adjoint, Styles et Lydia arrivèrent à l'hôpital psychiatrique pour parler à Meredith, mais furent bloqués par les gardes. Même le badge de l'adjoint n'aida pas. L'adjoint n'était pas du genre à reculer facilement. Cependant, il évoqua la conduite en état d'ivresse du garde, ce qui le poussa immédiatement à coopérer. Finalement, tous les trois purent rencontrer Meredith. Cette nuit-là, le brouillard était épais lorsque Scott et Garrett s'approchèrent, pour découvrir que le fourgon de la prison avait déjà été détourné. Heureusement, McCall était juste inconscient et le shérif n'avait subi que des blessures mineures. Celui qui avait enlevé l'assassine n'était autre que Kate, qui laissa ses guerriers berserkers finir le travail. Enragé, Garrett brandit une lance et s'avança pour les défier, leur criant de ne pas toucher sa femme. Il fit quelques mouvements spectaculaires, pensant avoir le dessus, mais le berserker resta immobile. Garrett supposa que son spectacle avait fonctionné jusqu'à ce que le berserker lui transperce soudainement la poitrine. Sa mort fut étonnamment rapide. Scott ne s'en sortit pas mieux, se faisant mettre KO en un seul coup. C'était embarrassant, étant donné que Derek avait déjà tenu tête au berserker pendant plusieurs rounds. De retour à l'asile, Meredith refusa toujours de révéler la troisième clé. Elle prétendit que quelqu'un l'avait remarqué. Les trois étaient perplexes, se demandant qui l'empêchait de révéler la troisième clé. Elle a finalement avoué, c'est le donneur. Lydia a insisté auprès de Meredith pour en savoir plus, ce qui l'a fait hurler de douleur. Son cri de banshee était si perçant qu'il a blessé les oreilles de Lydia, les forçant à partir les mains vides. Scott s'est réveillé dans la clinique vétérinaire avec un poignard en os toujours logé dans son abdomen. Chris est arrivé juste à temps pour l'aider à le retirer. Malgré la force du berserker, le poignard avait été mal placé, laissant derrière lui une odeur qui pourrait être utilisée pour traquer Kate. Pendant ce temps, Derek et Malia sont tombés sur une fosse commune de loups-garous morts dans la forêt, probablement tués par du poison. Une main tremblante a attiré l'attention de Derek. Il y avait un survivant. En s'approchant, il s'est rendu compte que ce n'était autre que Braden. En suivant l'odeur, Scott et Chris l'ont suivi jusqu'à une usine abandonnée où Kate les attendait. L'odeur avait été délibérément laissée comme appât. C'était la réunion inattendue des frères et sœurs. Kate voulait négocier, assurant à son frère Chris qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Elle l'exhorta calmement à poser son arme, disant qu'il n'avait pas à se battre. Par coïncidence, Scott n'était pas venu non plus pour se battre. Avec Garrett mort, la seule personne qui savait où se trouvait Liam était l'assassin, mais Kate l'avait déjà tué. Les berserkers commencèrent à s'agiter, et Chris, voyant que Kate avait clairement perdu la tête, n'hésita pas et ouvrit le feu. Cependant, les berserkers étaient insensibles aux balles. Dans la bataille qui s'ensuivit, Chris et Scott ne furent pas de taille à les affronter. Au moment où les berserkers étaient sur le point d'exécuter Chris, Kate les arrêta d'un cri furieux, s'accrochant toujours à son lien fraternel. Après leur départ, Scott aida Chris à se relever. Ils étaient venus ici pour obtenir des réponses, mais cela ne s'était terminé que par une bagarre, et tous deux se sentaient complètement vaincus. Soudain, un rugissement sauvage résonna dans les oreilles de Scott. Loin dans les bois,
Liam faisait des tentatives répétées pour sortir du puits, devenant plus fort à chaque échec. Son hurlement fut capté par Scott. C'était le lien entre un loup alpha et son bêta. De retour à l'asile, Styles et Lydia avaient étudié le motif des clés. La première clé était Allison, et la seconde Eden, tous deux étant les noms de personnes qui sont déjà mortes. Styles réalisa soudain que les Banshees pouvaient prédire la mort. Et si la troisième clé n'était pas une personne déjà morte, mais quelqu'un qui était sur le point de mourir? Lydia, inspirée par cette pensée, posa ses mains sur le clavier, ferma les yeux et commença à taper inconsciemment. À sa grande surprise, elle tapa Derek. La troisième partie de la liste des morts était désormais déverrouillée, préfigurant que la vie de Derek était en jeu. Pendant ce temps, Liam n'était qu'à un pas de la sortie, mais il était complètement épuisé. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, Scott le releva à la dernière seconde. Au même moment, Styles et Lydia reçurent une nouvelle choquante. Meredith, la Banshee, s'était pendue. Sa mort était suspecte et le comportement de l'infirmière déclencha des alarmes. Quelque chose leur disait que le donneur avait déjà fait son apparition. Lydia était submergée par la culpabilité, pensant que s'il n'avait pas cherché Meredith, elle ne serait peut-être pas morte. Liam fut ramené à la clinique vétérinaire, où le vétérinaire l'aida à neutraliser le poison dans son organisme. Scott ne voulait voir personne d'autre autour de lui se blesser, mais Chris versa de l'eau froide sur sa résolution, lui rappelant qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Malgré cela, Scott jura de sauver tout le monde, une promesse audacieuse qui semblait presque le mettre sur la voie de l'échec. Plus tard, Scott et Styles trièrent l'argent sale qu'ils avaient trouvé, et de celui-ci, une cassette vidéo tomba. Dans un égout crasseux, Kate se cachait comme un animal traqué. Bien qu'elle ait semblé forte, la réalité était loin d'être glamour. Une voix résonna au loin, disant qu'il pouvait même sentir les rats, même si elle se cachait ici en essayant de masquer son odeur. La force de Peter avait clairement grandi. Il semblait avoir hérité du sens de l'odorat perdu de Derek. Il s'est avéré que Kate n'avait pas maîtrisé le contrôle de ses transformations sous la direction de Peter. En fait, elle était encore plus encline à perdre le contrôle. Tout cela faisait partie du plan de Peter. Bien que la colère puisse déclencher des transformations, sans les leçons premium, Kate n'aurait jamais le contrôle total. Peter, toujours aussi rusé et stratège, a créé cette dynamique de pouvoir pour obtenir un partenariat égal avec Kate, d'autant plus que ses guerriers berserkers étaient si redoutables. Sans préparation adéquate, Peter savait qu'il pourrait facilement le tuer. Il a proposé d'enseigner à Kate la technique de transformation complète, mais en échange, elle devait l'aider à récupérer l'argent volé. Kate, cependant, l'a vu clair, en le taquinant en lui disant qu'il voulait plus que de l'argent. Avec de l'ambition dans les yeux, Peter a admis qu'il voulait récupérer la position de loup alpha, pas seulement la richesse. La scène se déplace vers Scott et Styles comptant l'argent, taché du sang de nombreux loups-garous. Le donateur semblait extrêmement prudent, car il utilisait un compte différent pour chaque transfert. Scott voulait rendre l'argent à Derek, mais Styles n'était pas d'accord, disant que Peter avait aussi une part, même s'il était censé avoir nettoyé. Il ne pouvait toujours pas lui faire confiance. Ils décidèrent de garder l'argent secret pour Derek et Peter pour le moment. Juste à ce moment-là, Malia arriva, les informant que la meute de Satomi avait été attaquée. Le lendemain, l'école organisa un examen. L'un des surveillants était le médecin de tout à l'heure, désormais le nouveau professeur de chimie de l'école. L'autre surveillant, l'entraîneur, ne s'était pas présenté. La mère de Lydia, étant enseignante, se rendit au bureau pour le chercher, mais découvrit qu'il dormait profondément à son bureau. Elle reprit les tâches de surveillance, mais pendant l'examen, une élève s'effondra. La mère de Lydia remarqua une horrible éruption rouge sur le poignet de la fille, ce qui éveille ses soupçons. Sans attirer l'attention, elle ordonna au professeur de chimie de garder tout le monde à l'intérieur. Pensant à l'entraîneur endormi, elle se précipita pour le vérifier. Ses bras et son cou étaient clairs, et elle soupira de soulagement, mais, par prudence, elle souleva sa chemise, révélant son dos couvert de la même éruption rouge. Cela confirma ses pires craintes. Certains élèves arrivèrent en retard, mais furent renvoyés par l'enseignant. Elle alerta alors le centre de contrôle des maladies pour qu'il ferme l'école, réalisant qu'une épidémie potentielle se propageait. L'examen fut annulé. Le professeur de chimie resta imperturbable, donnant un exemple de peste bovine, expliquant qu'elle ne fait pas de mal aux humains mais dévaste les vaches, faisant apparemment allusion à quelque chose de plus profond. Satomi, le loup-garou le plus âgé, s'approcha du vétérinaire. En tant que plus vieux loup-garou vivant, elle lui inspirait un grand respect dans sa clinique. Satomi expliqua que la plupart de son clan de loups-garous avait été anéanti par la mystérieuse maladie. Après l'infection, ils ne pouvaient plus contrôler leur transformation, saignaient par leurs orifices, devenaient aveugles et finissaient par mourir de morts horribles. Le vétérinaire avait besoin de l'équipement de l'hôpital pour enquêter davantage. Pendant ce temps,
À l'hôpital, Braden restait inconscient avec Derek surveillant. En raison de l'incident à l'école, Melissa a utilisé des médicaments pour forcer Braden à se réveiller et l'a interrogé sur ce qui s'était passé. Braden a révélé que le clan de Satomi avait contracté un virus qui tuait tous les loups-garous infectés. De retour à l'école, Scott a commencé à montrer des symptômes. Lydia n'a pas passé l'examen, l'ayant déjà réussi. Au lieu de cela, elle se rendit dans l'ancienne maison de sa grand-mère, emportant avec elle les affaires de Meredith. Hantée par la mort de Meredith, Lydia essaya d'utiliser ses mystérieux pouvoirs de Banshee pour entrer en contact avec Meredith, mais n'obtint aucune réponse. En triant les affaires de Meredith, elle trouva une photo prise dans cette même maison, la maison de la grand-mère de Lydia. À l'école, Styles et Malia commencèrent à montrer des signes d'infection. Craignant de perdre le contrôle et de se révéler être des loups-garous, ils avaient besoin d'une cachette. Styles pensa au coffre-fort des loups-garous, mais l'entrée se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Si c'était un coffre-fort, il pourrait y avoir une voie de sortie, alors ils tentèrent leur chance. Ils trouvèrent un plan de l'école et émis quelques hypothèses sur quelques emplacements possibles. Kira pensait qu'elle n'était pas infectée, mais son père lui fit remarquer ses symptômes neurologiques. Elle avait mal rempli sa feuille d'examen. Après quelques recherches, ils découvrirent un mur au sous-sol marqué du sceau du clan des loups-garous, que seul le sang de la famille Hale pouvait déverrouiller. Scott et Styles échangèrent un regard pour garder secret le véritable héritage de Malia. Scott prétendit qu'il ne pouvait pas se transformer et demanda à Malia d'utiliser ses griffes. Sentant que quelque chose n'allait pas, Malia, qui soupçonnait depuis longtemps qu'il cachait quelque chose, dit qu'elle savait qu'elle était sur la liste. Les trois soupirèrent de soulagement, pensant avoir évité le désastre. Malia demanda alors avec curiosité combien elle valait. Styles lui dit que c'était 4 millions de dollars. Pas mal. Mais Malia n'était pas impressionnée puisque Scott valait 25 millions de dollars, et même Kira valait 6 millions de dollars. Agacée par la comparaison, Malia utilisa ses griffes pour ouvrir le passage, et tous les quatre se cachèrent à l'intérieur. En privé, Scott et Styles débattirent de la question de savoir s'il fallait dire à Malia la vérité sur son héritage. Son dernier nom sur la liste était Hale, et si elle le voyait, il serait impossible de le cacher davantage. Mais Styles craignait que si elle et Peter, les mêmes membres de la famille Hale, étaient réunis, Peter lui fasse un lavage de cerveau pour qu'elle devienne maléfique. De l'autre côté, le vétérinaire et Satomi ont amené les loups-garous à l'hôpital, avec Melissa pour les protéger. Mais juste au moment où ils atteignaient l'ascenseur, l'un des plus proches alliés de Satomi est mort, laissant Satomi dévasté. Lydia est finalement retournée à l'école, où le shérif l'a informé de l'épidémie de grippe. Pendant ce temps, les jeunes loups cachés sous terre ont entendu la conversation. Ils ont réalisé que quelqu'un devait avertir les autres, car ce virus était particulièrement dangereux pour les êtres surnaturels. Styles s'est porté volontaire pour cette tâche. Dehors, le chaos régnait, mais Derek était toujours au chevet de Braden, son regard doux. Lorsqu'elle toussa, il marmonna maladroitement qu'il protégeait juste son investissement, car elle valait beaucoup. Après une autopsie, le vétérinaire a découvert que le virus était une forme mutée de la maladie de Carré, inoffensive pour les humains mais mortelle pour les loups-garous. Le vrai mystère, cependant, était de savoir pourquoi Satomi n'avait pas été infecté. Lorsque Styles a quitté le coffre-fort, il a remarqué que l'entraîneur était le seul adulte infecté, ce qui semblait suspect. En enquêtant sur le bureau de l'entraîneur, il a trouvé une empreinte de main rouge sur une tasse et l'a immédiatement liée au tampon encreur du professeur de chimie. Tous ceux qui avaient été infectés l'avaient utilisé, révélant qu'il était la source de l'épidémie. Juste à ce moment-là, une voix ricana, surprise que l'idiot soit même tombé malade. Il s'avéra que le professeur de chimie était derrière la peste depuis le début, ne s'attendant jamais à ce que l'entraîneur idiot utilise son tampon encreur, laissant à Styles un indice. Avide et calculateur, le professeur avait pour objectif d'éliminer tous les loups-garous de la ville, gagnant des millions de primes. Les trois jeunes loups à eux seuls valaient 35 millions de dollars, sans parler du clan de Satomi. Tout ce dont il avait besoin était de confirmer leur mort, et le donateur lui transférait l'argent. Dans la salle de classe, l'entraîneur et les autres commencèrent à se rétablir alors que le professeur de chimie laissait entendre que le virus n'était pas destiné à nuire aux humains. Sa seule cible était les loups-garous. Mais les choses étaient sombres pour Scott, Styles et Malia dans le coffre-fort alors qu'ils saignaient à blanc et s'affaiblissaient de seconde en seconde. À l'hôpital, non seulement Satomi allait bien, mais Derek aussi. Il s'avéra que lorsque Derek était plus jeune, Satomi rendait souvent visite à sa famille puisque sa mère était la reine Alpha. Derek se souvenait que Satomi apportait toujours un thé à l'odeur étrange. C'était le réchi violet sauvage préféré de sa mère. Le vétérinaire pensait que c'était un remède à tous les maux, et Derek et Satomi en avaient tous deux consommé, les protégeant du virus. Heureusement, il y avait une réserve dans le coffre. Pendant ce temps, le professeur de chimie exigea que Styles le conduise au coffre, menaçant de le tuer. Styles refusa, terrifié mais provocateur,
Il était déjà mort une fois, après tout. Le professeur commença à compter à rebours à partir de 3, mais avant qu'il ne puisse terminer, un coup de feu retentit. Il s'avéra que son compte à rebours était en fait pour sa propre mort. McCall était arrivé juste à temps, grâce à un message de Melissa lui disant de transmettre un message à Styles. Styles ne comprenait pas la partie sur le récit, mais il comprit l'allusion et se précipita vers le coffre. Sur le chemin de l'école, Derek et Satomi furent pris en embuscade par un assassin. Satomi esquiva les balles au ralenti et l'abattit avec un tour élégant. À l'intérieur du coffre, Scott, désormais aveugle mais toujours conscient, invoqua toute sa force, forçant sa vision à passer de l'obscurité à un rouge vif. Son nouveau pouvoir était terrifiant, montrant son potentiel de loup-garou de haut niveau. Il repéra le réchi, brisa le récipient et la poudre se répandit, les sauvant tous les trois. Dehors, Styles attendait anxieusement, et soudain, la porte du coffre s'ouvrit à peu près au même moment où la quarantaine de l'école était levée. Styles se précipita pour voir Malia, mais elle semblait distante, s'éloignant sans un mot. Elle avait vu son nom sur la liste des personnes à tuer et s'était rendu compte qu'elle était un membre de la famille Hale, comme Derek, furieuse que Styles et les autres le lui aient caché. La dernière fois, Malia avait découvert qu'elle était la fille de Peter. Par un retournement de situation, malgré leur brouille avec Styles, ils finirent par coucher à nouveau ensemble. Mais Styles n'était pas d'accord, il a l'habitude de dormir au milieu, et avoir quelqu'un d'autre au lit la dérangeait. Il s'est avéré que ce n'était qu'un rêve érotique. En réalité, Malia n'était pas là, et Styles s'est retourné et tourné toute la nuit. Pendant ce temps, McCall devait retourner au QG après avoir tué le professeur de chimie. Avant de partir, il dit au revoir à Scott, mais ses soupçons grandissaient. Il savait que son fils cachait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il accepterait la vérité. Le jeu de la prime, orchestré par le mystérieux donateur, s'intensifiait. Cette fois, Scott décida de prendre les choses en main avec un faux plan de mort. Avec une prime de 25 millions de dollars sur sa tête, il pensait que le donateur se présenterait pour confirmer sa mort. Kira utilisa ses pouvoirs de Thunder Kitsune pour ralentir le rythme cardiaque de Scott, bien que ce soit risqué. La mère de Kira les prévint que si Scott restait sous l'eau pendant plus de 45 minutes, il mourrait vraiment. Mais Scott était déterminé. Parfois, il faut tout risquer pour le gros lot. Sa mère, Melissa, se joignit au plan et donna une performance digne d'un Oscar, jouant une mère célibataire au cœur brisé qui pleure son fils. Chris, le chasseur de loups-garous, est également intervenu, contactant le donneur et exigeant qu'il vienne personnellement à l'hôpital pour vérifier la mort de Scott. Après avoir piraté toutes les caméras de surveillance de l'hôpital, ils ont attendu l'arrivée du donneur. Pendant ce temps, Braden a remarqué que les blessures de Derek ne guérissaient pas. Derek a admis qu'il avait perdu ses pouvoirs. Il ne pouvait même plus se transformer. Il était fondamentalement humain. Braden l'a défié à un bras de fer pour tester sa force, et elle a triché en appliquant une pression avant la fin du compte à rebours. Derek s'est plaint, ignorant que Braden lui enseignait une leçon importante. En tant qu'humain luttant contre des êtres surnaturels, il devait être plus sournois et plus impitoyable pour survivre. La deuxième leçon concernait les armes à feu. Derek s'est moqué de l'idée, fier de son héritage de loup-garou, croyant qu'un loup-garou n'avait pas besoin d'une arme à feu pour se défendre. Il a fait les choses sans enthousiasme, même si Braden pouvait voir à travers lui. Il n'était pas concentré sur la leçon, clairement distrait et avide de quelque chose de plus. Pendant ce temps, alors que Scott simulait sa mort, il a fait un rêve. Il s'est réveillé dans son école, où un couloir sombre l'a conduit à Liam, qui lui a lancé une balle. Scott l'a attrapé sans effort et a suivi Liam dans une salle de classe. Sur le bureau se trouvait un cahier avec une toute nouvelle liste de morts, et la clé était le nom de Scott. Une fois la liste déverrouillée, elle révéla les noms de 3 tueurs, l'homme sans bouche, le couple d'assassins et le professeur de chimie. Liam a exhorté Scott à se venger, mais Scott a refusé, arguant que la vengeance ne le rendrait pas différent de ses meurtriers. Alors que Scott fermait le cahier, l'homme sans bouche est apparu et a tué Liam. Malia ne faisait pas partie du plan de fausse mort, car elle était déterminée à découvrir la vérité sur sa lignée. Elle a organisé une rencontre avec Peter au coffre-fort. En attendant, Malia a découvert ses papiers d'adoption dans un coffre-fort. Lorsque Peter est arrivé, Malia était à la fois furieuse et frustrée. Elle sentait que Peter était dangereux pour tout le monde sauf pour elle, et elle restait méfiante envers son père méchant. Pendant ce temps, Lydia fouillait la cabane au bord du lac de sa grand-mère à la recherche d'indices sur Meredith, et sa mère est arrivée, reconnaissant avec surprise Meredith sur une photo. Scott a fait un autre rêve, presque identique au premier. Liam a de nouveau lancé le ballon, mais cette fois, au lieu d'une salle de classe, ils se sont retrouvés dans les vestiaires. Scott a remarqué qu'il avait plus de crocs qu'avant, signe que son côté loup prenait le dessus. Une voix grave derrière lui a dit que c'était l'évolution. Une fois de plus, l'homme sans bouche a tué Liam. Le premier rêve montrait la mort de Liam à travers les yeux humains de Scott,
Mais dans le deuxième rêve, Scott était dans un état à moitié transformé. À l'hôpital, deux mères montaient la garde, observant attentivement tout le monde aller et venir. Chris était allongé en embuscade le long du chemin principal, tandis que Styles et les autres surveillaient les caméras. Soudain, la surveillance du toit s'est arrêtée. Kira et Liam sont allés enquêter et ont découvert que la panne de courant avait été causée par un berserker. Ils avaient coupé l'électricité de l'hôpital, désactivant toutes les caméras. Malgré leur équipe, Kira et Liam ont lutté contre la force écrasante du berserker. Un berserker poursuivait la mère de Melissa et Kira. La mère de Kira avait totalement échoué. Après avoir perdu ses 9 queues, elle n'était pas plus forte qu'une personne normale. Kate s'est précipitée à la morgue pour réclamer le corps de Scott à Styles, mais Kate a nié être la donneuse, affirmant que le corps était destiné à un autre usage. Pendant ce temps, Kate et son frère se sont engagés dans une confrontation tendue. Dans le coffre-fort, Malia a confronté Peter à propos de ses meurtres. En tant que principal méchant de la saison, Peter avait de nombreux morts sur les bras. Se souvenant de l'incendie qui a anéanti une famille, Peter serrait toujours les dents de rage, mais il a choisi de faire équipe avec Kate par cupidité. L'incendie l'avait laissé dans le coma pendant 6 ans, son esprit piégé dans un corps qui ressemblait à un cadavre. Malia, perplexe, demanda pourquoi le nom de Peter ne figurait pas sur la liste des personnes à abattre. Il était tout aussi confus, mais savait qu'il n'était pas le donneur. Après tout, le donneur avait volé plus d'1 milliard de dollars sous ses yeux. Quant à la mère de Malia, Peter n'avait aucun souvenir depuis qu'elle avait été volée. Son enquête désigna une femme dont le nom de code était le loup du désert. À l'hôpital, Chris et Kate étaient dans une impasse. Il révéla un faux complot de mort, la suppliant de rester en dehors de celui-ci jusqu'à ce qu'ils attrapent le donneur. Puisque Kate elle-même était sur la liste des personnes à abattre, elle n'avait d'autre choix que de battre en retraite avec le berserker. Cependant, la mère de Kira était gravement blessée, sa capacité de guérison n'étant plus ce qu'elle était. Pendant ce temps, Scott fit son 3e cauchemar. Cette fois, il s'agissait d'une hache volante. Liam, saignant de la poitrine, regarda Scott avec incrédulité. Scott, la hache levée, était confus. Une main forte le saisit et la silhouette silencieuse réapparut, murmurant qu'il l'aiderait. Sous l'influence de la figure, Scott commença à attaquer Liam, sa nature de loup prenant le dessus alors qu'il se transformait, profitant de chaque instant. Mais soudain, il revint à la réalité, entouré d'autres. Le plan avait échoué, le donneur ne s'était pas présenté. Ailleurs, Kate retourna dans les égouts, où l'attendait Peter. En apprenant que Scott avait simulé sa mort, Peter fut soulagé, car Scott faisait partie de son plan. De retour chez lui, Styles découvrit que Malia était revenue. Elle n'avait pas subi de lavage de cerveau de la part de Peter, mais essayait de retrouver sa mère, la louve du désert. Elle était prête à renouer avec Peter et sa fille. Pendant ce temps, la mère de Lydia sortit une urne contenant les cendres de sa grand-mère. Après avoir appris que sa grand-mère avait été internée pour avoir dit des bêtises, Lydia soupçonna qu'elle était peut-être une banshee. Le dernier souhait de la grand-mère était que ses cendres soient dispersées sur le lac. Cependant, lorsque Lydia ouvrit l'urne, ce n'était pas des cendres mais de la poudre de Rowan. La cabane au bord du lac était également entièrement faite de bois de Rowan. De retour chez Derek, il examina son arsenal d'armes alors qu'il se préparait à ce que la vérité éclate. Bien qu'il n'ait pas réussi à attirer le donneur, Scott pensait que le plan avait fonctionné, voulant trouver celui qui pourrait confirmer la mort sans voir le corps. Kira réalisa soudain que le donneur devait être une banshee, mais seulement 3 étaient connus. Lydia était impossible, et Meredith, qui s'était suicidée, fut écartée, ne laissant que la grand-mère de Lydia. Les cauchemars de Scott reflétaient subtilement le traumatisme psychologique de Peter après avoir été brûlé. En fait, Scott avait fait 3 cauchemars, ce qui expliquait subtilement l'état psychologique de Peter pendant ses brûlures. Alors que son corps était proche de la mort, son esprit restait pleinement conscient. Au fil du temps, sa rationalité s'est lentement érodée, laissant place à des pensées de plus en plus tordues et folles. Au bord du lac, la mère de Lydia a trouvé le testament de sa grand-mère. Elle ne l'avait jamais compris auparavant et pensait que cela n'avait aucun sens. Mais après l'avoir lu, le visage de Lydia s'est assombri et elle a commencé à douter que sa grand-mère soit vraiment morte. Comment aurait-elle pu autrement écrire une liste de morts? La scène se déplace vers un policier attachant l'adjoint au volant, arrosant toute la voiture d'essence et disant calmement que sa vie valait 5 millions de dollars. L'adjoint a essayé de le raisonner, implorant sa clémence. L'agent a froidement retiré ses écouteurs, un geste qui a scellé le sort de l'adjoint. Il a mis le feu à la voiture, laissant l'adjoint périr dans des cris d'agonie. Plus tard, l'agent est retourné au poste pour vérifier si la prime avait été payée, seulement pour voir l'adjoint carbonisé, nu et noirci, franchir la porte comme un démon revenant de l'enfer. Malgré son apparence échevelée, il n'y avait pas une seule brûlure sur son corps.
Le monde de l'agent s'est brisé. L'adjoint l'a immobilisé, le frappant à plusieurs reprises au visage. Quelqu'un avec une prime de 5 millions de dollars n'était pas ordinaire. Il s'avère que l'adjoint était une créature surnaturelle terrifiante, bien que toujours en sommeil dans son pouvoir. Après l'incident, Scott a emmené l'adjoint dans la tanière des loups. Derek était impatient de découvrir le secret de sa survie. Tout le monde sait que la faiblesse d'un loup-garou est le feu, mais l'adjoint était complètement indemne. La scène se déplace vers un policier attachant l'adjoint au volant, arrosant toute la voiture d'essence et disant calmement que sa vie valait 5 millions de dollars. L'adjoint a essayé de le raisonner, implorant sa clémence. L'agent a froidement retiré ses écouteurs, un geste qui a scellé le sort de l'adjoint. Il a mis le feu à la voiture, laissant l'adjoint périr dans des cris d'agonie. Plus tard, l'agent est retourné au poste pour vérifier si la prime avait été payée, seulement pour voir l'adjoint carbonisé, nu et noirci, franchir la porte comme un démon revenant de l'enfer. Malgré son apparence échevelée, il n'y avait pas une seule brûlure sur son corps. Le monde de l'agent s'est brisé. L'adjoint l'a immobilisé, le frappant à plusieurs reprises au visage. Quelqu'un avec une prime de 5 millions de dollars n'était pas ordinaire. Il s'avère que l'adjoint était une créature surnaturelle terrifiante, bien que toujours en sommeil dans son pouvoir. Après l'incident, Scott a emmené l'adjoint dans la tanière des loups. Derek était impatient de découvrir le secret de sa survie. Tout le monde sait que la faiblesse d'un loup-garou est le feu, mais l'adjoint était complètement indemne. Cela a révélé qu'il n'était pas un loup-garou mais plutôt une créature liée au feu. Ce faisant, l'adjoint a également appris que les mythes sur les loups-garous étaient vrais depuis le début. Il y a quelques semaines, une liste de morts a fait surface dans la ville contenant les noms de créatures surnaturelles, loups-garous, banshees, wendigo et plus encore. D'innombrables chasseurs de primes ont afflué en ville, impatients de réclamer les récompenses en chassant ces êtres. Le cerveau derrière tout cela était un personnage mystérieux connu uniquement sous le nom de donateur. Désormais, même les gens ordinaires avaient accès à la liste, avec des fortunes en jeu. Même les gens ordinaires étaient tentés. Après tout, n'importe qui sur cette liste pouvait rendre quelqu'un riche au-delà de ses rêves les plus fous. Une nuit, Liam fut réveillé par le bruit de son imprimante qui s'allumait soudainement. La curiosité l'emporta et il vérifia l'impression. C'était la liste des morts. Les primes avaient augmenté. Celle de Lydia avait augmenté de 20 millions, et celle de Kira avait doublé, passant de 6 à 12 millions. La liste des morts s'était répandue entre les mains de citoyens ordinaires, ce qui signifiait que n'importe qui, camarade de classe, amis, même famille, pouvait se transformer en tueur. Liam était paranoïaque, constamment sur le qui-vive, observant ses amis avec suspicion. Après sa bataille contre le berserker, il était déjà pris au piège de la peur, hanté par des visions de la créature. C'était comme une tempête constante dans son esprit, et ce soir, il y avait une fête autour d'un feu de joie à laquelle il ne pouvait pas refuser d'assister. La fille en question était une banshee légendaire capable de prédire la mort et de crier de manière incontrôlable lorsqu'elle approchait. L'enquête de Lydia révéla que sa capacité était un trait génétique qui sautait les générations. Sa défunte grand-mère avait également été une banshee. Sa grand-mère avait travaillé pour IBM, et les serveurs fonctionnant en arrière-plan déclenchaient ses pouvoirs de banshee. Bien qu'il fasse beau dehors, elle entendit le bruit des orages à l'intérieur des serveurs. Puis elle poussa un cri étrange, le genre qui prédit la mort. Effectivement, sa meilleure amie s'est noyée lors d'une sortie en bateau. Désespérée de trouver des réponses, elle rassembla un groupe de spiritualistes dans sa cabane au bord du lac, essayant même des pratiques occultes extrêmes avec des sorcières et des médiums, mais aucun ne pouvait expliquer ses pouvoirs de prévoyance de la mort. Ce n'est que lorsqu'une autre banshee, Meredith, apparut qu'elle trouva quelqu'un comme elle. Elle commença à étudier Meredith, mais ses recherches aboutirent à une tragédie. Le cerveau de Meredith a été endommagé et elle a passé plus d'1 an à l'hôpital sans se rétablir, avant d'être finalement internée dans un service psychiatrique. Le destin a joué un rôle cruel. La grand-mère de Lydia a rendu Meredith folle, et maintenant Lydia l'a poussée au suicide. Elles étaient les personnages clés de la vie tragique de Meredith. Lydia a réussi à décoder la liste manuscrite des personnes décédées de sa grand-mère en utilisant le nom du protagoniste du livre préféré de sa grand-mère. Mis à part le nom de sa grand-mère, Lydia ne reconnaissait personne d'autre sur la liste, alors ils se sont tournés vers l'adjoint pour obtenir de l'aide. Son enquête a révélé que toutes les personnes figurant sur la liste s'étaient suicidées au cours de la dernière décennie, et tout au même endroit, l'hôpital psychiatrique de la ville. Pendant ce temps, Scott a confronté Liam, apprenant de lui que la liste des personnes décédées s'était répandue dans le grand public. Soudain, la voix en colère de l'enseignante a résonné dans le bureau, et les deux se sont précipités pour enquêter. Ils ont découvert que les imprimeurs de l'école produisaient sans cesse des copies de la liste des personnes décédées. Derek avait été retiré de la liste, peut-être parce qu'il avait perdu ses pouvoirs de loup-garou, mais les primes restantes avaient grimpé en flèche. La prime de Liam était passée de 3 à 18 millions.
Chacune d'entre elles était devenue une machine à sous-ambulante. Lors de la soirée de ce soir-là, Scott était particulièrement prudent, craignant que des chasseurs de primes ne se mêlent aux invités. Avec des millions en jeu, même des amis ou des camarades de classe pourraient être tentés de prendre le risque. Pendant ce temps, Lydia prévoyait de visiter les archives de l'hôpital psychiatrique pour enquêter sur les personnes figurant sur l'ancienne liste des personnes à abattre. Mais un hôpital psychiatrique n'est pas exactement une bibliothèque publique où l'on peut entrer et sortir à sa guise. De plus, il s'était déjà affronté à l'infirmier qui a exigé sans vergogne un pot de vin de 1000 $ avant de les autoriser à entrer. Alors que l'infirmier allait chercher les clés, Style remarqua une boîte de cassettes vidéo dans son casier, ce qui suscita des soupçons quant à leur lien avec le mystérieux donateur. De retour à la fête étudiante animée, le danger rôdait dans l'ombre alors que 3 loups-garous se mêlaient à la foule. Chacun d'eux portait une prime valant des millions, les transformant en distributeurs automatiques de billets ambulants. Scott était en état d'alerte, mais son acolyte Liam devenait fou, buvant beaucoup trop. Malia était encore plus audacieuse, se saoulant complètement et attirant l'attention sur elle. Les voir tous les deux ivres a déclenché des sonnettes d'alarme pour Scott. Normalement, le métabolisme rapide des loups-garous les empêche de s'enivrer, à moins que les boissons ne soient droguées. Soudain, Scott se sentit également étourdi, bien qu'il n'ait pas bu une seule gorgée d'alcool. À ce moment-là, Scott remarqua que la musique devenait plus intense et réalisa soudainement, la musique était le problème. L'ouïe accrue des loups-garous rendait la musique assourdissante de la fête assourdissante, les faisant se sentir étourdis et désorientés. Il se dirigea vers la cabine du DJ, mais le DJ lui lança un sourire sinistre et augmenta encore le volume. Alors que les fêtards habituels n'étaient pas affectés, les loups-garous sensibles ne pouvaient pas le supporter. Puis plusieurs policiers ont pris d'assaut la fête et ont traîné Scott et ses amis à l'extérieur. Un acolyte a tout vu, bien qu'ils ne connaissent pas la vraie nature des trois. Il sentait que ces officiers avaient de mauvaises intentions. Ils prévoyaient de brûler vifs les loups-garous. La liste des personnes à abattre s'était déjà répandue dans tout le département de police. Pendant ce temps, le député a découvert que l'infirmier de l'hôpital psychiatrique avait été présent lors de la mort de toutes les personnes figurant sur l'ancienne liste des personnes à abattre. Quelque chose n'allait vraiment pas chez lui. Effectivement, Style et Lydia étaient tombés dans un piège. L'infirmier les a attachés. Il était méfiant. Non seulement il savait que Lydia était une banshee, mais il prétendait avoir une mission importante. L'hôpital détenait de sombres secrets et l'infirmier affirmait qu'il sauvait des gens. Pourtant, tous les membres de l'ancienne liste des personnes à tuer étaient morts. Lorsque Lydia l'a confronté, l'infirmier n'a pas nié. Il a affirmé qu'il était contrôlé et que seule Lydia, en tant que banshee, pouvait l'aider à se libérer. Mais Lydia a détourné la tête, refusant de coopérer. En réponse, l'infirmier a sorti une trousse médicale, révélant qu'il avait des moyens de gérer les patients peu coopératifs. Ailleurs, Scott a été aspergé d'essence et la musique assourdissante a embrouillé son esprit. Alors que les choses semblaient désastreuses, le garçon acolyte a débranché le système audio du DJ. La musique s'est arrêtée et à cet instant, Scott a retrouvé sa lucidité. Il a écrasé la main de l'officier avant qu'il ne puisse enflammer l'essence. Derek et Bradan sont arrivés juste à temps pour l'aider. Même si Derek avait perdu ses pouvoirs de loup-garou, ses muscles étaient encore plus que suffisants pour gérer les policiers, les abattant rapidement. Ironiquement, Derek se faisait toujours battre quand il avait le pouvoir d'un alpha, mais maintenant, sans lui, il semblait être à son apogée, libéré du fardeau de son ancienne force. De retour à l'hôpital psychiatrique, alors que l'infirmier s'apprêtait à torturer Style et Lydia, l'adjoint arriva et le tua. Style et Lydia révélèrent les crimes de l'infirmier. Il avait contrôlé la banshee Meredith et créé la liste des morts. Cela expliquait le mystère derrière la mort inhabituelle de Meredith. Alors que l'infirmier était en train de mourir, il se moqua d'eux, disant qu'ils étaient stupides et qu'il était juste celui qui était contrôlé par les autres. Ces derniers mots les laissèrent stupéfaits. Les yeux de Lydia s'écarquillèrent de réalisation, haletant que l'infirmier n'était pas le donneur. Dans l'ombre des archives faiblement éclairées, une voix familière répondit que l'homme n'était pas le donneur. Les trois se retournèrent et se tenaient devant eux nul autre que Meredith. Meredith était le vrai donneur. Cela expliquait comment le faux plan de mort de Scott avait été si facilement découvert. La grand-mère de Lydia n'était rien d'autre qu'une fausse piste destinée à exhumer de vieux secrets. La véritable origine et la raison de ce jeu de chasse mortel étaient cachées dans le passé de Meredith. La scène se déroule autour d'un couple en fuite, essayant désespérément d'échapper à leurs poursuivants. Le garçon a été touché par une flèche, et dans sa fureur, ses yeux sont devenus dorés, révélant qu'il était un loup-garou. La ville était au milieu d'une purge surnaturelle, avec des primes placées sur tous les loups-garous. Acculés sur le terrain de jeu, sous une pluie de flèches, le couple se préparait à la mort. Juste à ce moment critique, Kira a intercepté une flèche mortelle, leur sauvant la vie.
Toutes les créatures surnaturelles de la ville devaient s'unir si elles espéraient survivre à cette chasse mortelle. En tant que nouveau loup alpha, Scott avait assumé la responsabilité de les protéger. Il avait conduit les loups-garous à se cacher dans une usine abandonnée, mais avec la menace d'extinction qui planait, un lourd sentiment de terreur planait sur tout le monde. Bien que Scott ait la force, il était encore inexpérimenté en tant que leader. C'est là que Derek est intervenu pour prendre le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Chris, un ancien chasseur de loups-garous devenu leur protecteur, traquait un groupe de tueurs. Il est tombé sur une pièce remplie de plantes cultivées de tueurs de loups. Comme tout le monde le sait, l'incroyable capacité de guérison d'un loup-garou les rend presque invincibles, mais le tueur de loups, que même le loup alpha craint, est leur plus grande faiblesse. Chris s'est rendu compte que ce groupe de personnes pourrait être des chasseurs comme lui, et il avait le mauvais pressentiment que cette nuit serait baignée de sang. De retour à la cachette des loups-garous, Chris ressentait la tension d'être méfiant envers la plupart des membres de la meute en raison de son passé de chasseur. Mais Scott, dans son autorité de loup alpha, s'est porté garant de lui. Kira apporta des flèches utilisées par les tueurs et après les avoir examinées, Chris confirma qu'elles provenaient bien de chasseurs de loups-garous. Cependant, il se moqua de l'idée d'être comparé à eux, affirmant que tuer pour de l'argent ne faisait pas de quelqu'un un chasseur. Comme leurs ennemis étaient également des chasseurs, Chris soupçonnait qu'ils connaissaient peut-être déjà l'emplacement de la meute et qu'ils viendraient les chercher ce soir en force. Cela signifiait que l'usine n'était plus sûre. Mais Satomi était fatiguée de courir et de se cacher, disant qu'il n'y avait plus d'endroit où se cacher dans cette ville. Elle était déterminée à se battre jusqu'à l'aube. La plupart des loups-garous ici étaient sa progéniture, donc Scott ne pouvait pas intervenir et ne pouvait que rester pour les protéger. Leur seul espoir maintenant était que Lydia trouve un moyen de briser la malédiction à travers Meredith. Meredith, la banshee supposée morte, fut amenée au poste de police, mais elle refusa de parler. Meredith était le cerveau, le donateur derrière la prime qui a conduit à d'innombrables morts. Lydia ne voulait toujours pas y croire. Elle soupçonnait Meredith d'être contrôlée. Le comportement de Meredith ressemblait à celui d'une personne à double personnalité. Un instant, elle était innocente et pitoyable. L'instant d'après, ses yeux brillaient d'un amusement sournois comme si elle se moquait de Lydia. Finalement, Meredith accepta de parler, mais seulement à Peter. Peter fut appelé, et quand Meredith le vit, elle devint immédiatement timide, murmurant qu'il avait promis de garder le secret. Peter rit, disant qu'ils ne s'étaient même jamais rencontrés. Meredith semblait déçue, comme si toutes les choses terribles qu'elle avait faites pour lui ne signifiaient rien. Le visage de Peter s'assombrit. Il assomme l'officier à proximité, attrape Meredith par le cou et utilise ses griffes de loup pour lui poignarder la nuque, une technique unique de loup-garou pour accéder au souvenir de quelqu'un. Il s'est avéré que tout le jeu de la mort dans la ville était le résultat d'un énorme malentendu. Il y a des années, lorsque Meredith a réveillé pour la première fois ses pouvoirs de banshee, son cerveau a été endommagé par les recherches du scientifique. Son lit d'hôpital se trouvait juste à côté de celui de Peter, qui souffrait de graves brûlures à l'époque. En raison des capacités de guérison extrêmes du loup-garou, son corps était au bord de la mort, mais son esprit restait éveillé. Ses pensées étaient consumées par la vengeance. Comme Meredith était une banshee, elle pouvait entendre ses pensées intérieures, comme s'il lui murmurait constamment des plans diaboliques à l'oreille jour après jour, comme le diable lui-même. Peter voulait aplatir le monde, éliminer les faibles et reconstruire Beacon Hills selon sa vision de l'ordre surnaturel. Il s'avère que le mystérieux donateur n'a jamais été qu'une seule personne. La chasse à la prime est née de la folie de Peter, un plan délirant qu'il a fantasmé pendant sa convalescence. Meredith, entendant ses pensées, a exécuté le plan, volant d'abord plus d'1 milliard de dollars au clan des loups-garous, puis utilisant l'argent pour mettre une prime sur toutes les créatures surnaturelles. Peter était le véritable méchant, tandis que Meredith n'était qu'un pion, contrôlé et manipulé pour réaliser ses rêves tordus. La vie de ces loups-garous était très prisée, avec une prime totale de plus d'1 milliard de dollars. D'innombrables chasseurs se sont rassemblés pour réclamer la récompense, attirés par la cupidité. Bien que les loups-garous soient physiquement plus forts que les humains, avec des griffes et des capacités de guérison rapides, la plupart d'entre eux ne sont pas faits pour le combat. Seuls les loups alpha et bêta sont des combattants qualifiés. Cependant, derrière cette bataille entre humains et loups-garous, il y avait quelque chose d'encore plus sinistre, une machine qui contrôlait tout. Pendant ce temps, suivant un indice laissé sur la cassette de la grand-mère de Lydia, Style et Malia arrivèrent à la cabane au bord du lac. C'était autrefois un centre de recherche pour les banshees. Bien que le tourne-disque soit éteint, un léger bourdonnement emplit la pièce. Style suivit les fils et découvrit un vieil ordinateur caché derrière les murs. Techniquement, cet ordinateur obsolète était le véritable donateur du hangar, utilisant un algorithme pour ajuster les primes sur la liste des victimes et l'envoyer au tueur. Malia voulait le détruire de force, mais Style l'en empêcha. La machine était complexe, et si la détruire n'arrêtait pas la chasse? Style contacta Lydia,
et elle eut une soudaine intuition. Elle leur dit de chercher une bouteille de vin de sa grand-mère. À l'intérieur, ils trouvèrent une clé, que Style utilisa pour éteindre l'ordinateur. Pendant ce temps, la bataille entre humains et loups-garous atteignit son apogée, alimentée par le sang et le feu. La force de Scott était inégalée. Il coinça un chasseur sous lui, le frappant sans relâche, le faisant cracher du sang. Sans s'en rendre compte, le visage de Scott devint de plus en plus semblable à celui d'un loup, son humanité lui échappant. Lorsque la nature bestiale d'un loup-garou submerge son humanité, son apparence devient encore plus louve. Au moment où il s'apprêtait à porter le coup final, il hésita, voyant le chasseur implorer sa pitié. Lentement, ses traits s'adoucirent pour reprendre une forme humaine, et la rage bestiale bouillonnante commença à se calmer. Scott avait évité de franchir la ligne de la folie, un moment monumental. C'était sa deuxième victoire décisive. Au même moment, les chasseurs reçurent l'ordre de se retirer. Ils se retirèrent et la chasse aux primes prit fin. Toutes les primes de loup-garou furent éliminées, rendant inutiles les combats ultérieurs. Par la suite, Lydia resta perplexe, se demandant pourquoi Meredith avait aidé Peter à exécuter le plan du donateur. La peur de Meredith envers Peter était profondément ancrée. Après tout, Peter avait toujours été un loup alpha. Dans les égouts, Peter marchait en colère. Bien que la chasse aux primes soit terminée, il n'était pas content. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi ébranlé, mais cela ne l'empêcha pas de faire avancer son plan final. La scène se déplaça vers la prison pour créatures surnaturelles cachée sous l'hôpital psychiatrique de la ville, où de nombreux monstres légendaires étaient retenus captifs. Récemment, un Yéti mangeur d'hommes s'était échappé après un combat brutal. Le vétérinaire avait réussi à le capturer, et en récompense, il avait obtenu la permission de rendre visite à l'homme à trois yeux. Cette mystérieuse silhouette avait un trou percé dans son front, et à l'intérieur se trouvait un troisième œil. Le directeur avait prévenu le vétérinaire que ce prisonnier était le plus dangereux de la ville. La dernière personne qui lui avait rendu visite n'était pas repartie vivante, et il n'avait échangé que quelques mots. Le troisième œil de l'homme aux trois yeux avait le pouvoir de prédire l'avenir et de révéler les secrets du passé. Le vétérinaire était venu le voir dans l'espoir de découvrir la vérité sur le plan diabolique de Kate. Avant même que le vétérinaire ne puisse lui expliquer la raison de sa visite, l'homme aux trois yeux savait déjà tout. Il a dit au vétérinaire que s'il voulait des réponses, il devait s'approcher et voir par lui-même. Le vétérinaire s'est avancé et a regardé dans le troisième œil. Instantanément, il est tombé inconscient, et aucune stimulation extérieure n'a pu le réveiller. Comme prévu, le pouvoir du troisième œil était trop écrasant. Le directeur a déploré la perte d'un autre imbécile essayant de voir à travers les mystères de l'univers. Alors qu'ils étaient sur le point de préparer le corps du vétérinaire pour la morgue, Lydia est arrivée, affirmant qu'elle savait comment le réveiller. Dans la vision du vétérinaire, il s'est réveillé sur un autel dans un temple, le même temple où Scott avait autrefois sauvé Derek au Mexique. Autour de l'autel se trouvaient des os et des restes d'équipements de berserkers. C'était là que Kate avait créé 2 des berserkers. Pendant ce temps, Liam vivait dans la peur constante des berserkers, hantés par leur présence. Scott remarqua sa détresse, mais Liam ne voulait pas en parler. Ailleurs, Chris traquait les allées et venues de Kate depuis des jours. Finalement, il découvrit sa cachette dans les égouts. Cependant, elle n'était pas à la maison, mais Peter l'était. Chris réalisa rapidement que Peter et Kate travaillaient ensemble. Peter complimenta Chris pour ses impressionnantes compétences de détective, mais l'avertit qu'il s'était mis en danger. Soudain, un berserker apparut derrière Chris. Peter le contrôlait, le berserker attaquant d'un côté et Peter de l'autre. Chris était surpassé. Finalement, Peter l'empala avec une tige, le laissant mourir dans les égouts. Scott rendit ce qui restait de la prime à Derek, bien que la somme initiale de plus de 100 millions de dollars ait diminué à quelques centaines de dollars. Derek était toujours profondément ému. Quelque chose vaut mieux que rien, après tout. En signe de gratitude, Derek prêta à Scott la tanière du loup. Scott installa l'endroit et Yamnakira, où il fit une confession romantique qui gagna son cœur. Ils étaient à 2 doigts d'aller plus loin quand soudain, Kate fit irruption par la fenêtre avec un berserker. Scott était pratiquement déshabillé, et cette interruption était incroyablement malvenue. Scott ne pouvait pas tenir tête à Kate, et Kira fut également capturée par le berserker. Avec la victoire en main, Kate ne put s'empêcher de réfléchir. Elle avait autrefois été la fierté des chasseurs, venant d'une famille noble avec plus de 400 ans d'histoire de la chasse. Comment sa grande famille avait-elle pu tomber aux mains d'un seul Scott en une seule année? Elle n'arrêtait pas de se demander ce qui le rendait si spécial. Cette nuit-là, il y avait un gros match à l'école, mais Scott et Kira étaient tous deux absents. Style était inquiet, surtout parce que leur rival, la Prep Academy, était leur adversaire. Liam craignait de ne pas pouvoir contrôler ses transformations. En plus de cela,
sa peur persistante du berserker, provoquait des hallucinations. La double pression affectait ses performances sur le terrain. Dans les tribunes, Malia gardait un œil attentif sur Liam, prête à intervenir s'il perdait le contrôle de manière inattendue. Peter se montra, dégageant son charme dangereux habituel. Malia, méfiante envers son père, l'ignora jusqu'à ce qu'il évoque le sujet du loup du désert, attirant instantanément son attention. Comme mentionné plus tôt, la mère de Malia était probablement le loup du désert, et Peter avait des pistes sur sa localisation. Il dit à Malia que si elle voulait retrouver sa mère, elle devrait faire quelque chose pour lui. Peter n'avait aucun scrupule à exploiter qui que ce soit, même sa fille, dans sa quête du pouvoir alpha. Malia savait que son père complotait quelque chose, et c'était probablement mauvais, mais l'attrait de retrouver sa mère était trop fort. Peter voulait que Malia tue Kate. D'un côté, il travaillait avec Kate, et de l'autre, il poussait sa fille à l'éliminer. La spécialité de Peter était de jouer sur tous les tableaux, de manipuler tout le monde à son avantage et de s'assurer qu'il soit le seul à récolter les fruits de ses efforts. Dans son monde, si quelqu'un d'autre en bénéficiait, c'était un problème. En fin de compte, l'académie préparatoire a remporté le match, laissant Liam déprimé dans les vestiaires. Son rival, le capitaine de l'académie préparatoire, s'est approché de lui. Il avait été sous-entendu plus tôt que ce capitaine était également un loup-garou, et il avait senti la peur de Liam, reconnaissant l'importance de Scott pour leur meute. Le capitaine a offert à Liam des conseils sur la façon de contrôler la colère et de surmonter la peur, soulignant à quel point Scott était inadéquat en tant que mentor. Malgré cela, le capitaine avait un grand respect pour Scott, disant à Liam qu'il avait de la chance de suivre quelqu'un comme Scott. Dans les égouts, Chris est tombé inconscient à cause d'une grave perte de sang. Heureusement, l'adjoint l'a trouvé juste à temps. Alors que l'adjoint était sur le point d'administrer les premiers soins, Chris l'a averti d'urgence que Scott était en danger puisque Kate et Peter travaillaient ensemble. Il a exhorté l'adjoint à aller le sauver, mais l'adjoint a refusé de partir, retirant à la place la tige d'acier du corps de Chris. Pendant ce temps, Style et les autres s'étaient rassemblés au Wolf Den, inquiets de la disparition soudaine de Scott et Kira. Juste à ce moment-là, Lydia a appelé pour dire qu'elle avait réussi à réveiller le vétérinaire, qui a révélé ce qu'il avait découvert dans sa vision. Il savait non seulement que Scott avait été emmené au Mexique, mais aussi ce que Kate prévoyait de lui faire dans un temple. Kira s'est réveillée dans une cellule remplie d'os qui ressemblait à l'enfer sur Terre. Scott, cependant, était attaché à un autel, tout comme dans la vision du vétérinaire. Amusée, Kate a commencé à lui raconter une histoire de la mythologie grecque sur le chasseur Actéon, qui est tombé accidentellement sur la déesse Artémis en train de se baigner. Enragée, Artémis l'a transformé en cerf. Après avoir terminé son histoire, Kate a souri alors que la terreur de Scott grandissait. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle ne le transformerait pas en cerf, mais en ferait son chien. Elle lui mit alors un masque en métal. L'homme autrefois féroce et sauvage, portant maintenant une armure en forme de crâne, n'était autre que Scott. Kira fut profondément ébranlée lorsqu'elle vit le tatouage familier sur son bras. Scott avait été transformé en berserker. De faible combat, il était maintenant un guerrier divin, mais son esprit était sous le contrôle de Kate, le transformant en son chien obéissant, attaquant quiconque elle commandait. Croyant que Kira était aussi bonne que morte, Kate n'avait pas hésité à partager certains secrets. Il s'avère que Peter ne l'avait pas tué il y a des années. Au lieu de cela, il lui avait appris à contrôler le temple et les berserkers. Cela faisait partie de son plan depuis le début. Kate avait été son renfort, destiné à le ramener au pouvoir si les choses tournaient mal. Kate avait kidnappé Kira pour tester la loyauté de Scott, le forçant à tuer celle qu'il aimait. Sous le contrôle de Kate, le loup berserker poignarda Kira, bien que ce ne soit pas un coup fatal. Cela a satisfait Kate, qui a laissé Kira mourir dans la cellule. De retour en ville, Style a rassemblé tout le monde pour se rendre au Mexique pour une mission de sauvetage. L'équipe comprenait Malia, Liam, Derek, Bradan et même Peter, qui a proposé son aide. Il ne savait pas que Peter avait orchestré toute l'affaire. Il était le cerveau derrière tout cela. Style restait méfiant à son égard, mais Peter les a avertis de manière inquiétante que ce soir était une pleine lune et que Kate prévoyait de voler le pouvoir alpha de Scott. Selon des textes anciens, le pouvoir du temple pourrait rendre cela possible. Maintenant, la seule personne manquant à l'équipe était Lydia, la Banshee. De retour à l'école, Lydia cherchait les vêtements de Kira pour aider les loups-garous à suivre son odeur. De nulle part, un berserker est apparu. Peter avait bien planifié. Il savait que les capacités de Lydia étaient les plus imprévisibles et les plus dangereuses, alors il a envoyé un berserker pour l'occuper. Incapable de contacter Lydia, Style et les autres ne purent attendre plus longtemps et se dirigèrent vers le Mexique sans elle. Le petit acolyte, chargé par Liam, recherchait également Lydia à l'école. Peu de temps après, Lydia le trouva inconscient. Le berserker ne l'avait pas tué,
Mais il était clair que Peter voulait seulement les retarder alors que le soir approchait et que la pleine lune approchait. Peter passa le voyage à manipuler sa fille Malia, lui disant que tuer Kate était le seul moyen de sauver ses proches, mais Malia resta fidèle à Scott, refusant de commettre un tel acte. Dans la voiture, Liam lutta pour se contrôler sous l'influence de la pleine lune. Derek lui tendit le blason familial et lui dit de répéter le mantra pour rester calme. Cependant, la rage de Liam ne s'apaisa pas. Heureusement, avec l'aide de Steele, Liam se souvint du mantra du clan Satomi, le soleil, la lune et la vérité, ce qui l'aida finalement à reprendre le contrôle. Il pouvait désormais se transformer librement pendant la pleine lune. Au volant, Peter n'arrêtait pas d'inciter Malia à embrasser pleinement son côté sauvage et brutal, lui disant de ne pas suivre l'exemple faible de Scott. Peu de temps après, ils arrivèrent au temple. Dès que Derek ouvrit la portière de la voiture, ils furent accueillis par l'accueil chaleureux d'un berserker, un coup de poignard mortel en plein dans la poitrine de Derek. Sans aucun doute, c'était l'œuvre de Peter. Il semblait qu'avec Malia à ses côtés, il n'avait plus besoin de Derek. Bradan combattit le berserker avec une salve de coups de feu. Derek exhorta les autres à entrer dans le temple en premier. Peter hésita un instant, se sentant désolé pour son neveu, puis se précipita devant les autres. Sa véritable ambition avait été révélée depuis longtemps. C'était lui qui voulait voler le pouvoir alpha de Scott, pas Kate. En utilisant la pleine lune et la magie du temple, Peter avait pour objectif de s'emparer de la véritable force alpha de Scott, car il y avait toujours un lien entre eux, puisque Scott avait été son bêta. Alors que Style jetait un coup d'œil à Derek, il avait le sentiment que ce pourrait être leur dernier au revoir. À l'intérieur du temple, cela ressemblait à un labyrinthe. Peter, avec ses deux laquais, se battait contre le berserker, qui était en fait Scott. Il le cherchait. Tout cela faisait partie du plan élaboré de Peter. Style, incapable de suivre les loups-garous, finit par tomber accidentellement sur Kira. Elle lui expliqua l'horrible vérité selon laquelle Scott avait été transformé en berserker. À l'extérieur du temple, Kate mena un autre berserker dans une attaque contre Derek et Bradan. Alors que les choses semblaient sombres, Chris arriva avec des membres de l'organisation des chasseurs, ainsi que l'adjoint. Malgré leur puissance de feu importante, les berserkers restèrent indemnes grâce à leurs muscles par balle. Derek, ayant perdu ses pouvoirs de loup-garou, était gravement blessé et incapable de guérir. Pendant ce temps, de retour à l'école, Lydia et le garçon acolyte essayaient de repousser un berserker avec des battes de baseball, une tâche désespérée. Juste au moment où ils semblaient condamnés, le shérif arriva et fit exploser le berserker en morceaux avec du C4. Il était clair que sans une puissance de feu suffisante, ces guerriers autrefois invincibles étaient presque inarrêtables. À l'intérieur du temple, le véritable objectif de Peter fut révélé, voler le pouvoir alpha de Scott et amener sa fille Malia à ses côtés. Heureusement, Style et les autres arrivèrent juste à temps pour l'arrêter. Réalisant que le berserker était en fait Scott, tout le monde hésita. Scott, désormais entièrement sous le contrôle de Kate, attaqua et les renversa. Liam, se rappelant les mots que Scott avait autrefois utilisés pour l'inspirer, les répéta en disant qu'il n'était pas un monstre, mais un loup-garou comme lui. Ces mots ébranlèrent Scott, l'aidant à reprendre le contrôle de son esprit, morceau par morceau. Il arracha l'armure du berserker, brisant finalement le masque crânien qui le contrôlait, déclenchant un puissant hurlement qui résonna dans tout le temple. Le visage de Peter se durcit, voyant son plan complexe s'effondrer. Scott exposa le sinistre complot de Peter à tout le monde, mais Peter ne broncha pas. Il admit calmement que tout ce qu'il avait fait était pour restaurer l'honneur de sa famille. La famille Hale régnait autrefois sur la ville de Beacon Hills, et le titre de loup alpha aurait dû lui revenir, et non à quelqu'un d'aussi stupide que Scott. À ses yeux, Scott était trop noble et indigne d'un tel pouvoir. De son temps avec la meute alpha au druide noir et à la bataille avec l'esprit du renard sauvage, Peter avait développé sa force. Bien qu'il soit devenu un oméga, il avait poussé sa sauvagerie et sa brutalité à l'extrême. Sa transformation révéla à quel point il était devenu dangereux. S'il pouvait voler le pouvoir alpha de Scott, même le loup-démon n'aurait aucune chance. Malia, réalisant qu'elle avait été utilisée par son père, l'attaqua en premier mais fut facilement assommée. Kira voulut intervenir, mais Scott l'arrêta, disant que c'était son combat. À l'extérieur du temple, la bataille tourna lorsque Kate et son berserker lancèrent une contre-attaque. Après une lutte acharnée, Chris sortit une balle spéciale imprégnée de la peste du loup jaune, l'arme ultime qu'il avait gardée pour sa sœur maléfique. Alors que ses alliés tombaient un par un, le vieux chef de l'organisation des chasseurs se préparait à affronter Kate seul. Mais le hurlement tonitruant d'un loup résonna dans l'air. Bradan remarqua que le corps de Derek avait disparu et qu'à sa place se tenait un énorme loup noir aux yeux bleus froids. D'un coup puissant, le loup blessa gravement Kate. Quelques instants plus tard, le loup se transforma à nouveau en Derek. Il s'avère que Derek n'avait pas perdu ses pouvoirs après tout.
il avait évolué, subissant une transformation finale qui avait débloqué sa forme complète de loup. Dans ce nouvel état, Derek était plus fort que jamais, capable d'écraser même les berserkers divins. S'il était un alpha, son pouvoir atteindrait un tout autre niveau, restaurant la gloire de sa mère, la reine suprême des loups. Il était désormais le loup le plus fort de la meute. Kate, blessée et désespérée, tenta de fuir pour sauver sa vie mais fut touchée d'une balle dans le dos par son frère Chris. La balle ensanglantée par le fléau du loup l'empêcha de se transformer. Choquée et remplie de désespoir, elle trébucha dans le temple pour s'échapper. À ce moment-là, la bataille entre Scott et Peter avait atteint son apogée. Le pouvoir de Peter était écrasant. Il ressemblait plus à un véritable loup alpha qu'à Scott. Scott se débattit, incapable de contrer les attaques incessantes de Peter. Mais lorsque Peter cibla l'ami le plus proche de Scott, tout changea. Scott libéra toute la force de son pouvoir alpha. Contrairement à Peter, qui se battait comme une vache sauvage, s'appuyant sur la force brute, Scott utilisa son humanité, se battant avec habileté et stratégie. Chaque coup de poing lancé par Peter était absorbé, comme frapper une éponge. Finalement, avec un uppercut bien placé, Scott envoya Peter voler, remportant la bataille pour le trône du loup alpha. Pendant ce temps, Chris rattrapa Kate à l'intérieur du temple. Le cœur brisé, Kate pleura comme un bébé géant, disant que c'était toujours comme ça, c'était elle qui devait être la méchante. Elle le confronta, lui demandant s'il pouvait vraiment tuer sa sœur. Finalement, Chris ne put se résoudre à le faire et la laissa partir. Alors qu'il regardait la silhouette de Kate s'éloigner, son visage se tordit dans une agonie silencieuse. Par la suite, Chris se sentit obligé de rejoindre l'organisation des Inter pour continuer à traquer Kate, déterminé à réparer ses torts. Il assura également à tout le monde que l'organisation des Inter ne dérangerait plus Scott et ses amis. De l'autre côté, Derek et Bradan se mirent en route pour trouver le loup du désert, la mère de Malia. Scott et Derek échangèrent un signe de tête, aucun mot n'était nécessaire. Un jour, ils se reverraient. Kira gagna enfin son premier compte. Pendant ce temps, leur entraîneur maladroit fit irruption, furieux, mais le trio de garçons réussit à se sortir du pétrin. Sous l'hôpital psychiatrique se trouvait une prison cachée pour créatures surnaturelles, où Peter avait été enfermé. Il était furieux, pensant qu'il ne pourrait pas le garder longtemps. Avec des injections quotidiennes de Tulu, il était un loup alpha et le serait toujours. De toute évidence, Peter avait perdu la tête. Son compagnon de cellule, cependant, lui rappela calmement que toute cette prison était faite de frênes de montagne et qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Peter était irrité, demandant qui il était et osant lui parler comme ça. L'homme à trois yeux ne dit rien, retirant simplement son bandeau pour révéler le troisième œil sur son front. En le voyant, Peter a crié de terreur et d'une voix de poule mouillée. La saison 4 de Teen Wolf se termine sur une intense confrontation avec la résurrection de Kate Argent, qui revient plus puissante que jamais. Elle s'allie à une armée de berserkers pour semer le chaos à Beacon Hills, mettant en danger toute la ville. Scott et sa meute doivent affronter cette menace surnaturelle tout en luttant pour sauver Styles, possédé par l'esprit maléfique du Nojitsun. Malia, la nouvelle alliée, rejoint la meute, apportant ses compétences et un lien mystérieux avec la meute. Ensemble, ils réussissent à vaincre Kate et ses berserkers, mais les cicatrices laissées par ces événements vont marquer l'avenir de la meute. Ce qui va se passer dans la saison 5. La saison 5 va emmener la meute encore plus loin dans l'inconnu, avec des enjeux encore plus élevés. La relation entre Scott et ses alliés sera mise à l'épreuve, et des secrets plus sombres autour de l'héritage de la meute seront dévoilés. Les défis à venir vont forcer chacun à se battre non seulement pour leur survie, mais aussi pour protéger ce qu'ils ont construit ensemble. La guerre contre les forces surnaturelles est loin d'être terminée. Rendez-vous très bientôt pour découvrir la saison 5.